Vendredi 13 décembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et pour une dernière fois cette année, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est le temps de faire le bilan de la saison 2024 et on commence maintenant. Et pour une dernière fois en 2024, il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Il est aussi l'auteur des chroniques Souvenirs sur notre page Facebook. Kevin Fontaine, comment vas-tu? Ah, ça va super bien, Martin. On a déjà dit que l'année était achevée, mais là, c'est le temps de faire le bilan. Ben, c'est le temps de distribuer nos bulletins. Oui. C'est un moment le fun dans l'année. C'est un moment qu'on parle tout au long de la saison, entre les courses. On a toujours des petites conversations de où ce Mhm. qu'on s'enligne avec les notes, sans se dévoiler notre jeu ou où ce qu'on s'en va, mais on veut pas, on procède à des analyses après tous les grands prix, donc on sait un peu où ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on a pensé des écuries, qu'est-ce qu'on a pensé des pilotes. Là, c'est le moment de le faire, mais c'est aussi, autant que ça peut être le fun, c'est aussi triste parce que là, c'est vrai, il y a vraiment pas de grand prix en fin de semaine, puis il y en a Mhm. pas pour un petit bout. On pourrait même dire un bon bout. Puis en plus, ben, c'est le dernier podcast de la saison. Mais on a une petite nouvelle pour les gens. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin du bilan. On a une petite nouvelle à vous annoncer. Donc, ça va peut-être être moins long le temps d'attente avant d'avoir un nouvel épisode du F1 podcast. Donc, on sera peut-être pas obligé de se dire salut jusqu'au mois de février. Mais pour la saison 2024, c'est la dernière. Et donc, le prochain, ce sera en 2025. Donc, es-tu fin prêt à jouer aux professeurs d'école et à distribuer les notes aux 10 écuries, aux 20 pilotes? On va être fin prêt. J'ai décidé de laisser tomber un peu les pilotes qui, je sais qu'il y a des gens, déjà on avait eu des conversations avec des auditeurs, m'ont demandé, hey, votre bilan, allez-vous le faire sur plus que 20 pilotes? Parce qu'il n'y en a pas seulement eu 20 dans la Mhm. saison. On a décidé d'écarter ceux qui ont été écartés, là. Bien sûr, ça aurait été des notes négatives pour ce qui est de Logan Sargent, de Daniel Ricciardo. Il y a aussi Oliver Burman, par exemple, lui, ça aurait été peut-être plus positif. On aura une petite mention, il a quelque chose d'un peu c'est un peu spécial, une situation un peu particulière. Il a piloté pour deux écuries différentes au cours de la saison. Donc, on pourrait peut-être avoir une petite mention au cours de là. Mais pour ce qui est des notes, on a décidé de laisser tomber le Daniel Ricciardo ou Logan Sargent. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est sûr qu'on on s'attardera pas à ces dossiers-là. Puis, je suis content qu'on fasse un petit point pour Oliver Berman qui en mérite un. Il en mérite un. C'est vraiment fait une belle petite impression cette saison. Donc, c'est pas pour rien que ça lui donne un volant pour l'année prochaine. Exact. J'ai déjà hâte de le voir. C'est ça. Il a donné, comme tu dis, Ouais. son entrevue, le court échantillon qu'on a eu a été très, très positif. Donc, on va pas en parler. Un petit brin dans l'écurie As, puis un petit brin avec l'écurie Ferrari. Si tu le veux bien, on va tasser tout ce qui est négatif. On a parlé de Logan Sargent, on a parlé de Daniel Ricciardo. Ben, quand on dit négatif, ben, on peut pas vraiment écarter l'écurie Sauber, Kick, Stack, F1. Ça avait débuté dans la pré-saison avec la présentation du nom. Ça avait commencé le 1er janvier environ qu'on avait fait ce dévoilement-là. Finalement, ça avait tellement mal passé qu'on avait décidé de faire un genre de coup de marketing, de dire, ah, attendez, c'était pas notre vrai nom qu'on vous a révélé, on va revenir plus tard, puis on va vous en donner un autre. Finalement, on avait décidé de se ranger juste pour le nom Stack F1 Team, qui était pas franchement mieux, mais qui était beaucoup moins long que le Stack Kick F1 Sauber Team. En tout cas, je me rappelle même pas à quel point il était long, le premier nom. Mais en tout cas, fait que déjà là, ça a mal commencé avec cette présentation-là. On a eu des nouvelles couleurs, on a eu les mêmes pilotes qu'on avait avec le passage de flambeau de Alfa Romeo à revenir Sauber en préparation pour l'écurie Audi qui arrivera en 2026. Il nous reste encore une saison à ça. Ma note pour moi, si tu le permets, on a décidé d'y aller avec la A+, qui est la meilleure note, et C- qui est la pire des notes. C'est sans surprise que Sauber reçoit le C-. On a décidé en début de saison de révolutionner le monde de l'écrou, ce qui s'en est traduit en des arrêts au puits qui frôlaient, qui dépassaient même parfois les 30 secondes. C'était Ouais, inacceptable. On en a vraiment. déjà parlé. C'était une Mm. risée. On est en Formule 1, c'est de la performance. Même lorsque tu as une voiture qui est hyper performante, on se bat pour des centièmes de seconde.
lorsque ta voiture reste immobile pour 30 secondes pour changer des pneus, ben, c'est sûr que tu ne seras pas compétitif. À ce moment-là, tu es aussi bien de ranger la voiture parce que ça vaut pas la peine de l'envoyer en piste. Donc, pour moi, juste ça, ça a coûté énormément cher. L'autre chose, c'est qu'on a attendu jusqu'à la fin de la saison. Et là, Oui. si vous êtes sur une note un peu positive par rapport à Sauber à cause de ce qu'on a vu dans les derniers Grands Prix, je vous comprends, moi aussi, mais j'ai pas laissé ça venir influencer ma note. Je vous explique pourquoi. On a attendu beaucoup trop longtemps pour apporter des améliorations et moi, ça a fait l'effet inverse. Plutôt que de soulager, ça m'a juste fâché plus de me dire si on avait essayé, si au moins on avait seulement essayé au cours de la saison, quelle sorte de résultat on aurait pu avoir. On a marqué que 4 petits maigres points vers la fin de saison au moment où on a décidé de faire des modifications à notre voiture. Et pour vous donner une idée, là, 23, on a 24 Grands Prix dans la saison. On a attendu environ jusqu'au 22e Grand Prix. Donc, si on recule pas si loin que ça dans l'histoire de la F1, ça veut dire que ces améliorations-là, ces mises à jour-là ne seraient même pas arrivées dans la saison présente. Ça serait seulement arrivé une saison plus tard. Donc, c'est inacceptable pour moi en Formule 1. Donc, pour moi, c'est le C- qui va à l'écurie Sauber qui a fini bonne dernière au classement. De ton côté, quelle note as-tu donné à l'écurie, mais aussi à ces deux pilotes? Ben, écoute, c'est sans surprise que je vais y aller de la même écho que toi avec un C-. Comme tu l'as mentionné, Martin, des arrêts beaucoup trop longs. Je regardais notamment les premières courses et là, je regardais la course de Formule 2 et je regardais les arrêts au puits et je me suis dit, c'est pas normal qu'une écurie de Formule 2, avec beaucoup moins de mécanos, fasse un arrêt plus rapide que chez Sauber en Formule 1. Il y a quelque chose qui se passe mal. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison, on a attendu beaucoup trop longtemps. C'est vraiment inacceptable d'attendre aussi longtemps avant d'apporter des améliorations. Ça ne fait pas professionnel. Je trouve que ça ne fait pas professionnel. Oui, on a sauvé la mise, on va dire, pour avoir inscrit quelques unités là, au classement des pilotes et de facto au classement des constructeurs. Mais vraiment, il y a rien, il y a rien de positif. J'espère pour eux que ça va aller mieux l'année prochaine. Je, je vais dire que je ne suis pas tant convaincu, là, mais j'espère pour eux que ça va mieux se passer pour Steak Kick Sauber l'année prochaine. Donc, voilà pour ça. Donc, un C- pour l'écurie. Du côté des pilotes, Martin, euh, c'est sans surprise que je ne vais pas aller dans la zone A. Ça fait que je vais y aller avec Bottas qui est à la lettre C. Ça n'a pas été une saison facile pour Bottas. Aucun point. Pourquoi je mets un C? Bottas a été quand même assez fidèle à sa réputation d'un pilote très rapide en qualification. Il s'est plusieurs fois en Q2 et même en Q3. Donc là, on parle de la Chine notamment et de Abu Dhabi qui a réussi à propulser sa voiture en Q3. Je trouve qu'il aurait mérité un meilleur sort, probablement. Voilà, donc c'est pourquoi que je lui donne la lettre C. Et du côté de Guan Yu Zhou, qui a souvent été bon dernier là, au courant de la saison, même s'il a inscrit que 4 petits points. Ça a été une saison très compliquée pour le pilote chinois. Donc, malheureusement pour lui, je lui mets la note C-. De mon côté, c'est très semblable lorsqu'on regarde le vis-à-vis entre les pilotes. Si on y va dans l'affrontement qualification, eh bien, Guan Yu Zhou, même s'il n'avait pas une bonne voiture, tout comme son coéquipier Bottas, je sais qu'on a mentionné, encore là, on a attendu beaucoup trop longtemps pour transmettre cette information-là, comme quoi que Guan Yu Zhou n'avait pas le même modèle pendant une bonne partie de la saison. Peut-être que ça aurait été une bonne idée de communiquer ça avant. Question de justement enlever un peu de pression peut-être au pilote chinois et qu'on soit moins sévère avec lui. Sauf que il n'y a pas eu grand-chose pour nous montrer. Il est jeune. Je sais que c'est pas facile dans la situation où ce qu'il doit faire ses preuves, même si ça fait quelques saisons qu'il est là, faire ses preuves contre un gars qui est très bon en qualification. Les chiffres ne démentent pas là, que lorsqu'on regarde que Guan Yu Zhou a seulement battu Valtteri Bottas à 3 reprises, donc c'est 21-3 pour le Finlandais face aux Chinois. En course, eh bien, c'est un peu plus serré lorsqu'on regarde que ça a été 14-10 pour Bottas. Le seul point positif, comme tu le mentionnais, c'est que Guan Yu Zhou a inscrit 100% des points de l'écurie, mais le résultat n'est que 4. Un classement qui est en 20e position pour le pilote chinois. Donc, il a eu le dessus sur Bottas au classement au niveau des points, sauf qu'il se devait de se démarquer plus que ça, de montrer quelque chose pour rester en F1. Et puis,
on commence en donnant des notes aux pilotes, puis situation particulière, on commence en notant deux pilotes qui ne seront plus en F1 la saison prochaine, Mhm. à Ouais. moins d'une surprise et d'un grand revirement de situation. Pour l'instant, les deux n'ont pas de contrat et il n'y a plus de volant disponible. Donc, j'y vais avec un C pour Valtteri Bottas, donc la même note que tu as donnée, et je donne un C- à Guan Yu Zhou. La raison pourquoi je le dis, c'est que il se devait de faire ses preuves et je trouve qu'il en a pas fait assez. On a déjà vu des pilotes par le passé être capables de démontrer de belles choses malgré une voiture qui n'est pas vraiment performante. J'ai en tête justement un gars comme George Russell qui nous montrait des beaux flashs lorsqu'il Mhm. était chez Williams. Guan Yu Zhou, Ouais. malheureusement, n'a pas fait ça cette saison. Son fait saillant va rester le Grand Prix en Chine où ce qu'il a été acclamé, où ce qu'il a eu une belle performance. Je l'ai déjà dit, mais malheureusement, quand ta meilleure caractéristique, quand ta qualité est d'être chinois, ben c'est pas assez pour rester en Formule 1. Et la décision que Stack a pris va dans ce sens-là, de décider de le laisser tomber. Ensuite, au classement constructeur, et on a eu un changement par rapport à l'année passée, autant qu'on avait eu des belles améliorations du côté de l'écurie Williams, on a été relancé, on a pris un peu le monde par surprise. C'est une écurie que on prend de mon côté, là, je pense que c'est pareil pour toi, et chez tous les puristes du sport, Williams est tellement une écurie de renommée. Il y a un petit attachement aussi avec nous parce qu'on se Mhm. rappellera bien sûr que Jacques Villeneuve a gagné son championnat du monde là-bas. Donc, il y a toujours cette petite fibre de partisanerie du côté de Williams. On souhaite qu'il réussisse. À l'image de McLaren, lorsque McLaren était dans les bas-fonds pendant un court moment, on voulait qu'il remonte. Williams, ça commence à faire longtemps qu'on est là. L'année passée, on a eu du momentum. Malheureusement, on n'a pas su construire là-dessus. Il y a aussi eu des choses qui étaient inacceptables. On s'est présenté dans la saison avec un manque de pièces, une voiture qui était pas complétée pour le début de la saison. Mhm. On s'est pas présenté vraiment avec la voiture prête à temps. Ça, je trouve que c'est des choses qu'on peut pas avoir, surtout pas dans une série élite comme la Mhm. Formule 1, lorsqu'on sait que tout se joue avec les petits détails. Donc, lorsque tu commences la saison et ta voiture est même pas prête, ben, si tu commences avec les deux souliers attachés ensemble, c'est bien dur de se mettre à courir. Donc, tout ça, pour moi, ça fait que je peux pas leur donner une très, très bonne note, mais la raison pourquoi que je vais pas leur donner le C- et que je vais y aller pour le C, c'est qu'il y a du positif à travers tout ça et il y a le travail de James Valls. James Valls, oui, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû arriver, il y a eu des choses inacceptables, mais il a quand même réussi à sécuriser les services d'Alex Albon. Il a quand même réussi à attirer un pilote comme Carlos Sainz pour la saison prochaine. C'est très, très rare. Je sais que Carlos Sainz est dans une situation où ce que c'est pas son premier choix d'aller chez Williams. Il a perdu son poste chez Ferrari. Il s'est fait fermer la porte à plusieurs endroits, mais quand même de réussir à attirer un pilote d'une écurie de prestige comme Ferrari et l'emmener chez Williams lorsque tu es avant-dernière, c'est quand même un travail de négociation qu'il faut saluer du côté de James Valls. Donc, on a réussi aussi à aller chercher énormément de personnel de d'autres écuries. Donc, on voit les bonnes intentions de vouloir s'améliorer. On peut quand même voir qu'il y a des pas à l'avant qui vont sûrement se faire, sauf que pour l'instant, cette année, on est forcé d'admettre que c'était un pas à l'arrière. Il y a aussi eu la décision de garder Logan Sargent, que je n'ai pas vraiment aimé. Je pense qu'on en avait vu assez. Autant qu'on critique des écuries comme Racing Bulls ou comme Red Bull de ne pas être patient avec leurs pilotes. J'ai l'impression qu'on n'avait pas besoin d'en voir beaucoup plus pour Logan Sargent. Je me demande bien c'est quoi qu'on cherchait à voir lorsqu'on sait que autant dans les temps que dans les accidents, c'était pas au rendez-vous. Il n'était pas un pilote de calibre de Formule 1, donc il n'aurait pas dû avoir le droit d'une autre demi-saison. Et encore plus lorsqu'on a vu un gars comme Franco Colapinto. Bien sûr, il y a eu des collisions en fin de saison. Il nous a peut-être montré qu'il n'était pas nécessairement prêt, mais je me dis, si au moins on lui avait laissé une saison complète, au moins on aurait pu en tirer une meilleure évaluation, savoir où ce qu'il en est. Et je pense pas qu'il aurait fait bien pire que Logan Sargent parce que lorsqu'on regarde ce qu'il a réussi à accomplir dans la saison, quand même, il faisait progresser Williams que Sargent ne faisait pas. Donc, pour ça, pour l'ensemble, je donne un C à l'écurie britannique. De ton côté, pour toi, quelle note as-tu donné à Williams et à ses pilotes? J'ai donné un C, Martin, également à l'écurie Williams, comme tu as mentionné. On n'était pas prêt. La voiture n'était pas sur la vague. On ne surfait pas sur la vague de l'année passée. Mhm. Et ça a paru dans les premières épreuves aussi. La saison très difficile du côté de Williams, du côté financier, parce qu'il y a eu énormément d'accidents du côté des pilotes. Donc ça n'a pas aidé non plus. Euh, Beaucoup de travail pour les mécanos tout au long de l'année qui ont travaillé à la sueur de leur front, pas à peu près. Euh,
C'est ça. Donc, on peut dire qu'il y a eu une passe intéressante là, aux alentours de l'Azerbaïdjan, Singapour, dans ce coin-là. C'est là, justement, en Azerbaïdjan que l'écurie a récolté le plus de points. Si je me souviens bien, on a récolté aux alentours de 10 points. Donc, ça a été l'un des meilleurs moments de la saison. Et du côté des pilotes, Martin, j'y ai été avec Alex Albon avec un B-. Donc, Albon, c'est intéressant parce que oui, c'est un pilote qui est rapide, c'est un pilote qui est capable d'extraire beaucoup d'une monoplace, c'est un pilote qui a un bon retour technique, très apprécié des ingénieurs. Mais par contre, un petit astérix du côté d'Albon, je trouve que c'est un pilote qui s'accidente encore beaucoup pour son expérience. On a eu les chiffres sur la page du F1 Podcast, Martin, au-dessus de 4,6 millions de dollars en dommages causés par Alex Albon. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et du côté de Franco Colapinto, ton préféré, Martin, moi, j'y vais avec C. Pourquoi C? Euh, Franco Colapinto a fait une belle première impression. Vraiment, oui. Par contre, c'est sûr que les accidents qui sont arrivés, c'est sûr qu'ils cherchent à pousser, ils cherchent à se faire remarquer et tout, mais quand on se fait remarquer, mais pas de la meilleure façon, c'est sûr, c'est un petit peu plus délicat. Et surtout dans une situation précaire comme l'était l'écurie Williams cette saison, ben, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de se montrer. Mais néanmoins, il a fait beaucoup mieux que Logan Sargent, ça, il faut l'avouer. Donc, Alex Albon, B- et Franco Colapinto, un C. Écoute, je me suis laissé influencer au cours de la saison par tes analyses lorsque est venu le temps d'évaluer Alex Albon plutôt, et je suis content que tu l'as rementionné, c'est ses accidents. Alex est un pilote que j'aime beaucoup. Je l'aimais lorsqu'il avait été promu chez Red Bull. Je trouvais que c'était un peu malheureux qu'on l'avait apporté un peu trop vite dans la gueule du lion, la gueule du loup, mettez-les comme vous voulez. En parlant de Max Verstappen, c'était beaucoup trop compliqué de le mettre sur le dos du taureau. C'est mieux cette métaphore-là. Mais c'était pas facile pour Alex Albon. C'est un gars qui a eu de la persévérance tout au long de sa carrière. C'est un gars qui a été laissé tomber par Red Bull très jeune, avant même son histoire en Formule 1, au moment où ce que sa mère avait été en prison. De toute façon, je vous épargne un peu les détails de sa vie. C'est pas le but de faire sa biographie, mais c'est un gars qui a toujours eu à surmonter des épreuves et il l'a fait en revenant en Formule 1. C'est très rare qu'on voit ça. Tu peux en témoigner toi aussi. Lorsque tu es un jeune pilote qui essaie de faire ses traces, qui a seulement 14, 15 Grands Prix d'expérience, et après ça, on se laissait tomber parce qu'on a eu une promotion dans la grosse écurie. C'est dur de revenir. Il a réussi à le faire. Je le trouvais très, très bon la saison dernière. Il y avait ce momentum-là. Ben, à un moment donné, tu as attiré mon attention lors d'un podcast, c'était celui d'Australie. C'était 2 années de suite qu'il perdait le contrôle à peu près au même endroit. Ça arrive souvent, ces accidents-là. Il y a aussi le fait qu'on l'a comparé pendant longtemps à Logan Sargent. Puis je le sais qu'il se démarquait, avec raison. Logan Sargent, je l'ai dit tantôt, c'était pas un pilote de Formule 1 selon moi. Et à ce moment-là, lorsqu'on a apporté un gars comme Franco Colapinto, j'aime bien dire son nom, ça a été le premier regard depuis longtemps qu'on a pu jeter sur une vraie évaluation saine de Alex Albon. Et c'est là que je trouve que c'est là que c'est venu un peu changer mon évaluation de lui. Je pense encore que c'est un très bon pilote, mais je pense que la saison a été difficile de son côté. C'est pour ça que j'y vais avec un C+. Lorsqu'on regarde l'échantillon très court en qualification, c'est 2 du côté de Colapinto, 6 du côté d'Albon. Encore là, c'est l'avantage, c'est correct. Et on a apporté un gars qui n'avait pas d'expérience en F1. Du côté Grand Prix, eh bien, c'est 4-4. Donc, égalité des deux côtés lorsqu'on regarde les résultats de Grand Prix. C'est sûr qu'il y a eu des DNF, il y a eu des malchances d'un côté ou de l'autre, il y a eu les collisions de Colapinto, mais je prends toujours en perspective que c'est la première fois depuis longtemps qu'on pouvait l'évaluer face à un pilote compétitif, entre parenthèses, un gars qui était capable d'emmener un peu de vitesse et mettre un peu de pression sur Albon. Donc à ce moment-là, je tenais avec une note pareille des deux côtés. Donc les deux se tiennent dans le C+, autant pour Colapinto. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'accidents. On va être dur à son endroit, on va regarder ça. Mais quand même, il faut se rappeler, c'est un gars qui a été à l'improviste, on l'a envoyé en Formule 1. Il a été lancé là. Il a commencé avec des circuits qui sont pas faciles. Il est aussi arrivé à un moment où ce que tout le monde est réchauffé. T'as pas eu de camp d'entraînement. Oui, tu es en F2, mais tu arrives, on est dans le moment le plus compétitif de la saison. Tout le monde comprend leur voiture, connaît
où est-ce qu'on en est rendu, on apporte des améliorations, ces choses-là. Donc, on est vraiment à un moment où ce que la compétition est au sommet. Donc, de commencer à ce stade-là, c'est pas facile pour un jeune pilote. Donc, je l'ai pris en compte lors de son évaluation. Et comme le mentionnais plus tôt, je donne la responsabilité à Williams aussi. On aurait dû le commencer en début de saison et je suis persuadé qu'on aurait eu une très bonne évaluation de Colapinto sur un 24 Grand Prix plutôt que sur ces quelques Grands Prix un peu donnés à l'improviste en fin de saison. Maintenant, on passe à une autre écurie. On est en train de sortir un peu le côté négatif, là, parce que c'est sûr, en commençant vers le fond du peloton, ben, vous vous doutez bien que ça peut pas être seulement des fleurs. Il y a beaucoup de peau parce qu'on se ramasse pas là sans avoir fait des erreurs. Pour moi, une des déceptions de la saison, puis c'est peut-être pas autant de leur faute, c'est peut-être les attentes que j'avais fixées, c'est du côté de Racing Bulls. Oui, bien sûr, un peu à l'image de Stack Saber, il y a eu ce fameux nom-là, Visa Cash App qu'on avait dévoilé il y a de ça quelques mois pour lancer la saison. Ça n'a pas fait l'unanimité. Finalement, on a annoncé que la saison prochaine, on voulait être connu sur le nom Racing Bulls. C'est le nom que j'ai choisi de les appeler tout au long de la saison. Toi, par exemple, il va y avoir une petite adaptation à faire. Tu avais apprivoisé le nom V-Carb, Ouais. j'affectionne pas vraiment. Donc, je vais être content de plus t'entendre le dire si vraiment tu décides d'aller dans le sens de la Allez de directive ton de côté. d'aller dans le sens de l'écurie, les appeler Racing Bulls ou RB. Donc, il va y avoir ça, ce changement de nom-là. Mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. On a décidé aussi d'arrêter de produire parce qu'on était vraiment une entité à part de Red Bull. Donc, on fabriquait beaucoup de morceaux nous-mêmes. On faisait juste aller se procurer la boîte de vitesse ainsi que le moteur. Et là, on a décidé d'aller avec toutes les pièces qui est permis par la réglementation de se procurer chez Red Bull. On avait décidé d'aller de ce côté-là. Il y avait même des rumeurs qu'on allait aller beaucoup dans le sens de la RB19. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc, avec un bon budget, avec l'approvisionnement d'un bon moteur Honda, d'une très bonne suspension, une suspension, on le sait que ça a été un point clé de la Red Bull RB19 dans leur domination la saison passée. Donc, d'avoir ces outils-là sous la main et de ne pas être capable de bâtir une voiture plus compétitive que ça, c'est quelque chose qui m'a déçu. Il y a quand même du positif là, quand on regarde que on était toujours à la porte du top 10 quand même, mais il y a eu des améliorations qui n'ont pas fonctionné tout au long de la saison. Donc ça veut dire qu'on comprenait pas vraiment notre voiture, puis on comprenait pas vraiment ce qu'on faisait à l'usine. Il y avait discorde à ce moment-là. Donc pour ça, j'y vais seulement avec un C. Je peux pas monter plus haut que ça dans ma note. Effectivement, Martin, ben, ça là-dessus, on est aligné là-dessus avec un C également de mon côté. Je trouve chez Racing Bulls et non V-Carb, je trouve que Content que chez Racing Bulls, l'adaptation ouais, est déjà faite, c'est très c'est rapide. T'es c'est un fait, gars qui c'est s'adapte rapide. vite. Ouais. Par contre, je trouve que, Martin, on n'a pas été tant en mesure de capitaliser sur beaucoup d'opportunités. C'est ça le problème que j'ai Ouais. trouvé chez Racing Bull. On avait la chance par moment d'avoir de bonnes qualifications, de bien se positionner sur la grille. Et parfois, du côté stratégique, ça n'a pas fonctionné. On s'est pris les pieds dans le tapis. On a subi les stratégies adverses. Et là, on s'est fait avoir à ce jeu-là. Et au final, au classement des constructeurs, on était en lutte avec Alpine et Haas. Et au final, ben, les Racing Bulls se sont fait avoir parce que dans les deux derniers Grands Prix, on a eu deux scores vierges comparativement à leur écurie rivale. Donc ça leur ennuie beaucoup. Et c'est vraiment pour ça que je ne peux pas donner, comme tu as dit, plus qu'un C pour Racing Bull. Je ne m'attendais pas à une saison extraordinaire de leur part, mais je me suis dit, si on peut aller flirter sixième, ça va être parfait. Finalement, c'est pas le cas. On termine huitième. Donc, déception à ce niveau-là. Du côté des pilotes, j'y vais avec Yuki Tsunoda, que j'ai donné un B. Oui, peut-être un petit peu plus optimiste dans mon cas. Je trouve que Tsunoda a quand même fait une belle saison. Oui, il y a des moments où il a été encore un peu trop impulsif, mais il a prouvé qu'il pouvait battre un pilote d'expérience en Daniel Ricciardo. Il a prouvé qu'il pouvait être le meneur de l'écurie jusqu'à l'arrivée de Liam Lawson, où là, on dirait que ça se balançait. Peut-être en qualification, Tsunoda avait le dessus, mais en course, parfois, ça faisait jeu égal. Donc, Tsunoda a connu une belle saison. Euh, Comme je dis, peut-être manquer un petit quelque chose là, tout au long de la saison, une constance, là, je pourrais dire, Martin, pour Yuki Tsunoda, mais j'y vais avec un B. Je me sentais
optimiste là-dessus. Puis pour Lawson, qui est un de mes jeunes préférés, ben, j'y vais avec un B aussi. Je trouve que l'échantillon est bon de ce qu'on a vu de Liam Lawson. C'est sûr, il va falloir encore prendre de l'expérience. Attention, toutefois, à ne pas, euh, à ne pas prendre des pénalités pour de la conduite trop agressive. On sait que Lawson, c'est un gars qui a un bon coup de volant, qui est assez rude là, dans l'échantillon qu'on a vu, Liam Lawson. Il n'a pas peur d'aller au duel roue contre roue. Donc, faire attention là-dessus, mais il est capable de bien se défendre. Il attaque très fort. Il est en audition. Les deux pilotes sont en audition pour un volant chez Red Bull. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans le cas de Sergio Perez, mais les deux sont en évaluation. Donc, moi, j'y vais avec B pour Tsunoda et B pour Lawson. Tu le fais bien de le mentionner parce que c'est un des duels pour moi qui est le plus important à regarder aujourd'hui avec la situation que tu parles de Sergio Perez. Au moment où on enregistre cet épisode-là, il n'y a toujours rien de réglé dans le camp du Mhm. Mexicain ou plutôt dans le camp de Red Bull. Donc, ces deux pilotes-là sont les derniers en lice pour être évalués, pour avoir cette promotion-là si on décide de donner une promotion à un de nos jeunes pilotes. Pour moi, c'est la seule avenue pour Red Bull. Je peux pas croire qu'on va poursuivre l'étude avec Sergio Perez. Je dis l'étude parce que c'est pas mal tout ce qu'on en tire présentement. Et puis, ça va juste d'un côté. On en reviendra plus tard à ça. Du côté de Liam Lawson et de Tsunoda, Tsunoda, j'y vais avec la même note que toi. J'y vais avec un B. Il y a des hauts puis il y a des bas. Il y a une progression, il y a un changement de caractère. On le sait que Mhm. dans ses premiers temps, on lui avait demandé de prendre des préparateurs physiques, travailler sur son caractère, ces choses-là. J'ai trouvé qu'il y a eu un petit changement de ça. En début de saison, face à Daniel Ricciardo, non. On aurait dit que c'était le même Yuki Tsunoda. Il y a eu un moment, tu te rappelleras, où ce que, après la course, dans le tour de décélération, Tsunoda avait failli arracher la voiture de Daniel Ricciardo suite à une décision qu'il n'avait pas aimée. Après ça, il s'est fait parler. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans son entourage, si c'est du côté de Honda, parce qu'on a su aussi cette semaine qu'Honda avait fait des pressions pour qu'il ait au moins un essai chez Red Bull et qu'on le considère pour avoir sa promotion. Est-ce que c'est Honda qui réussit encore un peu à le coacher? Est-ce que c'est Dr. Marco, qu'on sait qu'il est très présent dans le développement des pilotes, lui demander de surveiller son caractère et de peut-être lui faire réaliser, écoute, tu es peut-être en liste pour une promotion chez Red Bull, donc tout ce que tu fais, c'est une entrevue présentement. Tu te dois de montrer à l'équipe que tu es capable d'être un gars d'équipe, mais aussi d'être un gars qui a une tête sur les épaules. Je reviens souvent à cette phrase-là parce qu'elle m'a bien fait rire, puis je trouve qu'elle se prête encore bien à Yuki Tsunoda, Dr. Marco qui avait dit, il doit apprendre qu'en Formule 1, ta tête, c'est pas seulement pour tenir ton casque. Mais ça, c'était Mhm. encore quelque chose de vrai en début de saison. On a aussi conseillé à Yuki d'arrêter d'utiliser la radio si c'est juste pour du négatif. Donc, le micro, là, c'est toi qui l'active. Là. Il n'est pas activé par défaut. Donc, si tu as des choses à dire, tu peux sacrer dans ta voiture, tu peux dire des mots qui sont pas vraiment plaisants, tu peux insulter des gens, injurier d'autres pilotes, mais tu n'es pas obligé toujours de peser sur le bouton pour transmettre cette information-là au grand public et à la télévision internationale. Donc, tout ça, s'il réussit à garder cette mentalité-là, ben, peut-être qu'il va être capable de bâtir du positif. Lorsqu'on regarde son affrontement versus d'autres pilotes, on l'a laissé écarter de ce qu'on a fait avec Daniel Ricciardo, mais quand on regarde juste l'échantillon contre Lawson, il y a quelque chose qui m'a chatouillé un petit peu. On prend Lawson comme étant un pilote, un candidat sérieux pour aller chez Red Bull. Par contre, lorsqu'on regarde le score en qualification, c'est 6-0 pour Yuki Ouais. Tsunoda. J'ai énormément de difficultés à voir un pilote jeune comme Liam Lawson, puis je le sais qu'il est très bon. Tu as raison de dire ça, je comprends pourquoi tu l'aimes et je vois son talent agressif, roue contre roue. Et ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. Il y a des pilotes, comme on mentionnait plus tôt, Valtteri Bottas, très bon en qualification, mais je le trouve pas nécessairement très bon en course. Mais Liam Lawson, on le voit, l'instinct d'un pilote d'être capable de juger ses distances, de compétitionner, de rien céder à un adversaire, tout ça, il l'a en lui. Et c'est quelque chose que tu as besoin pour bâtir et continuer de progresser dans cette série-là qui est l'élite mondiale. Donc, à ce moment-là, tout ça est bon. Sauf que j'aurais aimé le voir mieux faire en qualification. Ne serait-ce qu'au Mhm. moins remporter deux. Faire un score de 4-2, un peu à l'image de ce que Colapinto a fait versus Albon. Je trouve que ce côté-là me démontre qu'il n'est vraiment pas prêt à être vis-à-vis Max Verstappen, le meilleur pilote au monde présentement, quadruple champion du monde. Ça m'inquiète beaucoup parce que il pourrait très bien se ramasser avec une saison de 24-0 ou même 22-0 l'an prochain s'il n'est pas capable de faire ça parce que si t'as pas été capable
d'aller soutirer un petit chiffre contre Yuki Tsunoda, je vois pas ce que tu vas être capable de faire contre Verstappen. Donc ça m'inquiète un peu. Côté Grand Prix, on le disait, tu l'as mentionné aussi, c'est 4-2 du côté de Tsunoda. Donc encore là, on voit que oui, l'avantage est allé du bord du japonais, mais quand même, avec un petit peu d'expérience, Lawson a quand même été capable de tirer son épingle du jeu en remportant deux fois son vis-à-vis vers le pilote. Donc pour ça, je suis allé vers un B+ pour Yuki Tsunoda, mais j'ai pas été capable d'aller plus loin qu'un B- à Lawson. Il a perdu je suis allé pour B, excusez-moi, B à Tsunoda et B- du côté de Lawson. La seule raison pourquoi il réussit le moins, c'est pour en qualification et c'est quelque chose qui est très important pour être capable de performer en F1. Et lorsque tu vas aller remplacer un pilote comme Sergio Perez, qui a été sa plus grande lacune tout au long de sa carrière, c'était le samedi, capable de faire du rattrapage le dimanche, mais pas capable de tirer son épingle du jeu le samedi, tu dois en montrer un peu plus. C'est sûr que je suis pas en train de comparer les deux pilotes. Je pense pas qu'il peut faire pire que Perez, sauf que avec si peu de bagages, il se doit de bâtir une confiance s'il veut être capable de ressortir et être capable de se défendre entre les griffes de Max Verstappen la saison prochaine. Maintenant, du côté de l'écurie qui a eu la plus grande progression à travers la saison à partir de l'année dernière, c'est l'écurie américaine. Il y en aura bientôt, ben, dans à peu près un peu plus d'un an, il y aura deux écuries américaines, mais pour l'instant, elle est encore la seule. Du côté de l'écurie Haas, j'ai été très content de les voir progresser. J'ai été très critique dans le passé, dans l'ère Gunther Steiner, même s'il était très divertissant, très bon pour la série Drive to Survive Netflix. Souvent, ben, on allait un peu à l'image de la critique que je faisais plus tôt dans l'épisode à Stack Saber de prendre beaucoup trop de temps à apporter des améliorations. C'est comme si on jetait toujours la serviette pour la saison présente et on bâtissait toujours pour le futur. Le futur, finalement, le futur n'arrivait jamais. C'est comme si on vivait toujours dans le passé parce qu'on nous parlait toujours la saison prochaine, la saison prochaine, la saison prochaine. Finalement, on voyait jamais vraiment le progrès arriver. Puis là, on a construit. On doit donner beaucoup de crédit à Nico Hülkenberg aussi qui les a aidés dans le développement, mais le héros pour moi là, qui a complètement fait tourner le navire de côté, eh bien, c'est Ayao Komatsu qui est venu changer cette mentalité-là. Une mentalité que j'étais déçu en début de saison lorsqu'on a vu l'histoire, là, tu te rappelles, Kevin, la fameuse histoire du DRS, là, où on a vu nos deux voitures se faire disqualifier parce il y avait eu une mauvaise communication entre l'usine et le circuit. Les mécanos ne savaient pas que l'ajustement de l'aileron devait être fait de façon différente. On devrait mettre plus bas la partie du haut parce que sinon, cette fameuse ouverture-là qui est permise par le règlement technique devenait plus grande. Lorsqu'on a fait les vérifications du côté des commissaires, du côté des inspecteurs de la FIA, ben, on avait décelé cette anomalie-là. Donc, il y avait eu disqualification pour Az. À ce moment-là, en début de saison, quand c'est arrivé, je m'étais dit, ah ben là, c'est n'importe quoi. Comment ça qu'on n'est pas capable d'avoir cette communication-là? Ayo Komatsu était très transparent, a donné l'information qu'est-ce qui est arrivé. Il a dit, on va bâtir ça, puis ça arrivera plus. Puis, pour une fois, on a pu les croire qu'il y a eu un changement. On a travaillé la communication. Donc, pour l'ensemble là, de l'œuvre, tout ce qui s'est passé du côté de Haas, je trouve qu'il y a une progression. On l'a vu, on a eu des améliorations. On le fait là, avec nos épisodes du vendredi que je faisais en compagnie de notre collaborateur, le pilote québécois Jean-Christophe Trahan. Donc, à tous les vendredis, on donnait à nos auditeurs le portrait du week-end, on donnait les améliorations et Haas est revenu constamment au cours de la saison où je nommais des améliorations pour l'écurie, ce que je ne faisais pas dans la première saison du F1 Podcast. J'avais souvent rien sous la main à donner. Même des fois, des gens m'envoyaient des questions concernant l'écurie, puis j'avais rien. La seule chose qu'on avait, c'était que Gunther Steiner avait sorti un livre, mais sortir un livre, ça change pas grand-chose en piste parce que sinon, tu serais très, très vite parce que tu en as un livre, toi aussi. Donc, fait que, ça pour dire, on a eu un changement de mentalité. Et ça, on le donne à Yao Komatsu, on le donne aussi à Nico Hülkenberg qui a fait du très bon boulot. Il y a aussi Toyota qui va rejoindre, qui a déjà commencé à rejoindre Mhm. l'écurie. Donc, on voit le soutien technique qui arrive, une compagnie comme Toyota qui n'a pas peur de s'associer à Haas qui va chercher de l'aide aussi pour continuer à bâtir le futur. Donc, on montre on a des intentions de vouloir rester en F1, que ça nous intéresse d'être là, ça nous intéresse d'être compétitif aussi. Donc, pour tout ça, pour l'ensemble, je leur donne un B+. Je sais qu'on part de loin. La seule raison pourquoi je ne vais pas dans le A, c'est que si on avait commencé la saison un peu plus tôt, encore là, on est arrivé, on n'était pas prêt, la voiture n'était pas tout à fait montée.
on va leur donner le bénéfice du doute. Il y a eu un changement de directeur durant l'été, mais ce côté-là, je peux pas leur donner un A à cause de ça. Mais B+, pour moi, là, il n'y a rien de négatif là-dedans pour une écurie comme Az qui était dernière la saison passée, là. Oui, c'est ça. Ben, du côté de Haas, pour moi, je leur donne un B, donc juste un petit peu plus bas. Pas, ça a été une super saison, il faut le mentionner. Haas, là, vraiment, ils ont renversé la vapeur carrément là, par rapport aux dernières saisons. Donc, bravo à l'écurie pour son travail, pour sa persévérance. Et tu l'as mentionné, Ayao Komatsu a été un une des grandes personnes pour le succès de cette écurie-là. C'est un ingénieur, Hayao Komatsu aussi. Donc, il était capable de déceler certaines failles aussi où il y avait le développement. Je suis sûr qu'il a mis son nez là, il a dit, oh non, ça fonctionne pas. Ça, si on va dans cette direction-là, ça va fonctionner pour le développement de la voiture. Ça, non, attention, il peut y avoir des lacunes. Donc, bravo à Hayao Komatsu aussi pour son dévouement à ramener l'écurie Haas vers le milieu de peloton parce que c'était difficile. Faut se le dire, là, dernièrement, ça a été difficile. Donc, bravo à Haas là-dessus. Et du côté des pilotes, Martin, ben, Nico Hülkenberg, un pilote qu'on apprécie beaucoup. Hülkenberg, j'ai donné le B+, parce qu'il a fait une très, très belle saison, plusieurs fois en Q3. Il termine, écoute, à la porte du top 10, là, un point derrière Pierre Gasly, 42 points pour Gasly, 41 pour Hülkenberg. Donc, c'est vraiment tout près. Hülkenberg qui mérite sa place en Formule 1. On sait qu'il a été évincé par Renault à la fin de la saison 2019. Il a été intérimaire pendant quelques Grands Prix dans les années suivantes pour revenir ensuite en 2023 avec Haas. Et ça a été une super décision de la part de l'écurie américaine de réengager ce pilote-là. On va lui souhaiter tout le mieux pour l'année prochaine, mais pour cette saison 2024, chapeau Nico Hülkenberg pour cette belle saison. Du côté de Kevin Magnussen, ben, ça a été un petit peu moins reluisant. Pour lui, il a été suspendu un Grand Prix, donc ça, c'est pas arrivé souvent dans les dernières années qu'on a vu ça, mais malheureusement, dans le cas de Magnussen, ben, ça s'est produit. Il a manqué le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il a été remplacé par Oliver Beerman. Donc, Magnussen, plus souvent qu'autrement, pénalisé cette saison pour conduite dangereuse, sur des incidents en course. Euh, Honnêtement, on le tasse, puis c'est pas une mauvaise chose. Il a donné ce qu'il avait à donner, mais là, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, c'est pour ça que je donne seulement un C à Kevin Magnussen. Puis, une petite note pour Oliver Beerman qui avait bien fait en remplacement de Magnussen. Là, pour Beerman, vite comme ça, je lui donne un B+ pour sa belle prestation qu'il a offert dans les rues de Bakou. Ça a été un petit peu plus difficile, par contre, à Sao Paulo. Il avait remplacé Magnussen qui était malade, mais quand même, faut le dire, pour un jeune pilote qui arrive en Formule 1 avec pas beaucoup d'expérience, on va lui donner comme ça un beau B+. Puis en plus, tu vas être d'accord pour dire que Sao Paulo, ça n'a pas été facile pour personne. C'est ça. Mis à part peut-être Max Verstappen, C'est ça. parce que le reste, c'est que lorsqu'on voit un gars de la trempe comme de Lewis Hamilton, qui semblait quelqu'un qui a jamais regardé la Formule 1, puis tu lui dis, lui, là, il a 7 titres de champion du monde. Disons qu'il y aurait eu de la difficulté à croire ça on regardait Lewis Hamilton se promener en fond de peloton pour avoir de la misère à garder sa voiture sur la piste. Mais Oliver Burman, oui, puisque tu en as parlé, on l'avait dit qu'on ferait une parenthèse là-dessus. Pour moi, ça a été pratiquement ma surprise de l'année. J'ai hâte de voir la saison prochaine parce que lorsqu'on est appelé en remplacement dernière minute, un peu comme il a été appelé à remplacer Carlos Sainz dans une Ferrari, t'as pas vraiment le temps de bâtir le stress, la pression, toutes ces choses-là. Tout se passe tellement vite. Après ça, du côté de Magnussen, ben, c'est sûr qu'il y a eu une semaine, savoir que la suspension s'en venait, mais il a très, très bien répondu. Puis après ça, c'est à Sao Paulo. Magnussen avait été malade, embarque dans la voiture. Finalement, c'est une catastrophe. C'est pratiquement l'apocalypse. Il pleut. Il y a des délais interminables. Donc, tout ça, il a quand même bien réagi dans des situations où ce que même des pilotes qui ont plus d'expérience, on va en venir tantôt. Mais lorsqu'on regarde comment Lance Stroll s'est comporté dans un week-end comme ça, puis qu'on voit un jeune comme Berman arriver et être capable de répondre aux attentes entre parenthèses, qu'on n'en avait pas vraiment lorsque tu arrives comme ça en remplacement. Vraiment positif de sa part. C'est un pilote que pour moi mérite sa place en F1 l'année prochaine. On Ouais. le dit, la grille va être supérieure 2025 à cause de des gars comme lui. Même si on écarte le classement de la Formule 2, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça le regarder, disent, ah, mais il n'est pas si bon que ça en Formule 2.
lorsqu'on le laisse dans une Formule 1, il répond. Arabie Saoudite en début de saison, on va en parler tantôt avant en Ferrari, mais ça aussi, c'était pas facile. Il a bien fait. Et il a aussi coûté le A à Nico Hülkenberg parce que j'aurais eu pas la même note que toi. J'aurais été pour un A à Nico Hülkenberg, mais finalement, je lui ai donné un A moins. La seule raison pour que je lui donne un A moins, c'est que il a répondu aux attentes toute la saison. Il a dépassé son coéquipier. On regarde les chiffres 16-5 en Mhm. course et 16-6 en qualification. Donc, très constant. Plus souvent qu'autrement, il était dans le top 10. C'était sa position, on le voyait. Mis à part lorsqu'on a mis Oliver Burman de l'autre côté du garage. C'est là qu'on a vu Burman être capable de prendre le dessus sur Hülkenberg. Ouais. Ça, est-ce qu'on peut vraiment en tirer beaucoup de conclusions là-dessus? L'échantillon est très petit, sauf que est-ce que c'est Magnussen à qui j'ai donné un C qui a vraiment trompé la donne? C'est quand même que Hülkenberg mettait la voiture au bon endroit, mais lorsqu'on voit un jeune arriver dans la hase et capable de répondre et la glisser, soit dans le top 10 ou pas loin du top 10 aussi, on commence à se dire que la voiture est peut-être pour quelque chose aussi. Donc, Hülkenberg rend à la voiture où ce qu'elle doit être, retourne à l'écurie les conséquences de leur travail. Dans le fond, on fait une bonne voiture et il est capable de l'apporter où ce qu'elle doit être. Mais à ce côté-là, ça m'a fait poser des questions de dire est-ce que l'écart était si grand entre lui et son coéquipier juste parce que Magnussen est tout simplement plus là. Et comme tu l'as dit, on a tout soutiré de lui. Là. Le citron, on l'a pressé au complet. Il reste plus grand-chose à soutirer de Magnussen. C'est pour ça qu'il ne sera plus en F1 l'année prochaine. Mais c'est pour ça que je suis allé simplement avec un A- pour Hülkenberg. Mais si ça n'avait pas été de ces deux grands prix-là avec Berman, il aurait eu un A décidément parce que pour moi, sa saison, là, encore là, c'est A-, mais pour moi, c'est pas négatif. Hülkenberg a rempli plus que on s'attendait de lui et c'est un retour réussi pour lui en F1 à sa deuxième saison depuis qu'il est revenu. Il mérite sa place là et j'ai hâte de le voir. Je trouve même ça décevant qu'il va s'asseoir dans une stack Sauber l'an prochain en espérant qu'il va être capable de répéter ces exploits-là qui nous a habitués cette saison. Oui, effectivement. Donc, j'espère vraiment là, qu'il va réussir à trouver son compte chez Sauber en espérant pour lui que la voiture va être beaucoup meilleure que ce qu'on a vu cette saison. On peut poursuivre maintenant avec une écurie qui a été la surprise de l'année 2024. La surprise, pas parce que c'est Alpine, pas parce que leur passé ou quoi que ce soit en F1, parce qu'ils nous ont habitués à être quand même une écurie de milieu de peloton, mais plutôt par leur début de saison. On s'attendait à très peu d'eux autres. Ça a été catastrophique. On revient souvent, j'en parle souvent, que le lancement, ça avait l'air d'un enterrement. On avait la gueule de bois, dites l'expression que vous voulez, mais il n'y avait pas de sourire du tout à ce lancement-là, le moment de l'année où normalement tous les sourires, où on a simplement du positif à raconter aux médias. Tout le monde est rempli de bonnes intentions, mais c'était pas du tout le cas du côté d'Alpine en début de saison. On se doutait. Je t'en avais parlé dans notre première conversation Mhm. de début de saison où ce qu'on s'était appelé, je t'avais dit, écoute, il se passe quelque chose là-bas. J'ai jamais vu ça, ces phases d'enterrement-là dans un lancement. Et on avait raison. À peine la pré-saison, une semaine plus tard, on avait vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Beaucoup de démissions, des gros revirements de situation chicane à l'interne entre les deux pilotes. On s'en doutait que ça pouvait arriver. On avait réussi à contrôler ça. Finalement, pas nécessairement une chicane, mais mésentente. Ocon veut dépasser Pierre Gasly à un moment donné à Monaco. On arrive à Montréal, on menace de peut-être suspendre Ocon pour un Grand Prix. Donc tout ça, il y avait des choses dans l'air qui n'étaient pas très positives. On a apporté Flavio Briatore. On a décidé d'aller avec Oliver Oaks. Et c'est là, je trouve, que le positif a rentré. Et c'est pour ça que Alpine a quand même réussi à avoir une note de B. Et c'est ce que je leur donne pour la saison. Je trouve qu'on c'est pas évident lorsqu'on part comme ça. Je leur donne pas un B+, je leur donne pas un A ou quoi que ce soit parce que on est quand même responsable de notre début de saison, mais on a réussi à sauver les meubles et à venir terminer la saison où ce qu'on l'avait fini la saison dernière. Donc pour moi, c'est un B pour Alpine. J'ai hâte de voir ce qu'on nous prépare la saison prochaine. Et il faut toujours tenir en considération aussi que le gros déficit de performance moteur est quelque chose qui pèse fort dans la balance. C'est pas pour rien qu'on va arrêter de produire des moteurs en 2026. Donc, d'être capable de signer plusieurs top 10, un double podium, lorsque tu sais que tu as ce fameux déficit-là qui provient du groupe motopropulseur, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de très bien dans le développement de la voiture, dans le châssis, dans l'aérodynamisme. Donc, chapeau à Alpine pour ça. Je leur donne un B. Oui, effectivement, Martin, ben, on est sur la même longueur d'onde. B aussi, donc là-dessus, on se concorde bien. Donc, c'est un gros revirement de situation pour Alpine, là, comme on l'a mentionné, un début de saison atroce, là, vraiment catastrophique. Mais ils sont parvenus à renverser la tendance, en plus de signer un double podium au Brésil dans des circonstances particulières, oui, mais encore là, fallait-il le faire? Fallait-il que les pilotes
soit en mesure de ne pas faire d'erreur, d'avoir une conduite propre et ne pas tomber dans les pièges qui étaient la pluie, les dangers sur piste détrempée et tout. Donc, une très belle fin de saison pour eux avec des évolutions qui ont porté leurs fruits. Du côté des pilotes, Martin, pour Pierre Gasly, j'y vais avec un B+, pour lui qui a su éviter les accidents cette année. Il a très bien fait, bien mené son écurie vers le bon chemin pour retrouver les points. Gasly, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup parce que c'est un pilote qui sait être rapide et qui sait être constant, puis il sait comment mener une écurie. Là, on le voit avec Alpine, mais on l'a vu également avec AlphaTauri auparavant. C'est un pilote qui a connu des moments difficiles dans sa carrière. Il était jumelé à Max Verstappen. Il a été tassé pour Alex Albon. Ça, c'est en 2019. Donc là, c'est un coup dur au moral. Donc là, c'est revenir dans un bon état d'esprit, reprendre confiance et après ça, repartir de nouveau. Et là, il avait changé d'environnement l'année passée lorsqu'il est arrivé chez Alpine. Et là, il se mesure face à son rival de toujours, hein, Esteban Ocon. Et là, il a réussi à bien démontrer pourquoi il est supérieur. Je trouve personnellement que Pierre Gasly est supérieur à Esteban Ocon. Donc là-dessus, Pierre Gasly a vraiment fait un très bon travail cette saison et c'est lui qui va mener la barque pour 2025. Donc B+ pour Gasly. Du côté de Ocon, je donne un B. Oui, il a été excellent sous la pluie à Interlagos, vraiment, il faut l'avouer, mais j'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus énormément de motivation vu qu'il est en partance pour l'écurie Haas. Bon, il n'y avait pas toutes les évolutions comparativement à Gasly en fin de saison, ça a été un petit peu plus compliqué, mais aussi son comportement en piste, comme tu l'as dit, notamment à Monaco où il a accroché son coéquipier. C'était pas la meilleure des décisions. Donc, pour ça, Ocon, je donne un B. C'est très semblable du côté de mes notes pour ma part. Ce qui m'a surpris, c'est lorsque j'ai regardé l'affrontement entre les deux pilotes. Je m'attendais à voir des chiffres peser beaucoup plus du côté de Pierre Gasly. Et c'est tout le contraire. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit si serré. En qualification, c'est 12-11 pour Pierre Gasly, Mhm. donc très près dans leur affrontement en Mhm. qualification. Et pour ce qui est des Grands Prix, eh bien, c'est un avantage à Esteban Ocon, 13-10. Ça, j'ai été obligé de réviser à quelques reprises les notes pour voir vraiment 13-10. C'est pas la perception que j'ai eue. Donc, à ce moment-là, je me dis que si c'est pas la perception qu'on a eue, ben, il y a quelque chose que Esteban Ocon n'a pas fait. Parce que ça veut dire que à certains moments, on a eu des flashs ou des choses comme ça, ou dans certaines circonstances, il a réussi à mieux faire, mais que c'est pas nécessairement des coups d'éclat qu'il a réalisés, autant que Mhm. Pierre Gasly, plus souvent qu'autrement, vers la fin de la saison, dans les derniers Grands Prix, le nombre de fois qu'on a mentionné qu'il était dans le top 10. Bien sûr, tu le dis, il n'y a pas eu les mêmes améliorations en fin de saison. Il est aussi sorti publiquement pour dénoncer son écurie, ce qui n'est pas la Mhm. meilleure chose à faire. C'est pas une attitude qu'on a vue ni du côté de Lewis Hamilton ou du côté de Carlos Sainz, qui étaient dans des situations pratiquement semblables où c'était annoncé qu'il ne serait pas de retour l'an prochain. On a tenu des relations très professionnelles. Lewis Hamilton, à certains moments, a pointé un petit peu du doigt ou a essayé de dire qu'il était peut-être un peu négligé, mais on a toujours resté là, dans le côté professionnel de la chose. Du côté d'Esteban Ocon, on peut pas dire la même chose. Il y a aussi, comme tu dis, l'altercation, l'accrochage à Monaco, alors qu'on avait eu des consignes d'équipe de faire attention. En plus, c'est pas n'importe où, c'est Monaco, c'est l'espace, il y en a pas. Donc, si on dit de pas essayer des choses là-bas, lorsque tu es dans une situation critique envers ton écurie, ben, tout ça, ça fait que je peux pas donner une très, très bonne note à Esteban Ocon, mais ces résultats font que je vais aller pour le B- et je vais aller pour le B du côté de Pierre Gasly. J'aurais été un peu plus haut pour Gasly, mais à regarder ces chiffres-là, je me dis que est-ce qu'on a été un peu floué par le fait qu'il y avait une meilleure voiture et il y avait les améliorations en fin de saison? Je suis pas capable de vraiment me faire une idée claire là-dessus, donc j'y vais de façon assez plutôt prudente dans mon évaluation. Donc B pour Gasly et B- pour Esteban Ocon. Il y a aussi, bien sûr, il a terminé 10e du côté de Gasly et 14e. Et au côté du ratio des points, ben, c'est quand même Pierre Gasly qui a accumulé 65% des points de l'équipe versus 35 pour Ocon. Bien sûr, ce qui a donné un gros coup de main à Ocon, c'est sa deuxième position au Brésil, alors qu'il a été brillant. Ça a aussi pesé fort pour que je puisse le rentrer dans les B, mais il conserve quand même un B- pour l'ensemble de l'œuvre. Maintenant, on arrive à un moment que tu attendais depuis longtemps. Je sais que tu étais impatient de nous parler d'Aston Martin. Mhm. Saison
difficile. Est-ce que c'est le mot difficile? Tu en trouveras peut-être un autre pour décrire ce que les Verts nous ont fait subir au cours de la saison. Ça a été la déception dans mon camp. En Ouais. tout cas, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui partagent pour ah oui des conversations avec plusieurs auditeurs qu'on a. On a plusieurs fans Aston Martin aussi qui nous écoutent. Je pense qu'il y a une appartenance, oui, à cause de Lawrence Stroll, mais surtout à cause que Fernando Alonso est tellement populaire. Les gens, la voiture est belle aussi. Aston Martin, c'est un emblème, une marque dans le sport automobile. Donc, tout ça ensemble fait il y a énormément de gens qui se sont rangés derrière cette écurie-là et qui ont été déçus au cours de la saison. Pour moi, il y a eu zéro progression. Autant qu'on était capable de voir du positif dans d'autres écuries. Du côté d'Aston Martin, c'est une profonde déception. On avait un écart là, de même pas 70 points avec Mercedes qui est passé à pratiquement 300 points. On est peut-être même rendu à plus de 300 points. Pour moi, c'est inacceptable. La seule raison qu'on termine cinquième, c'est parce qu'il y a des écuries qui ont mal débuté la saison. On l'a dit tantôt, Haas n'a pas commencé tout de suite. Alpine a eu énormément de difficultés au début. Racing Bulls, pour moi, ça a été une déception. Donc, à cause de ces raisons-là, à cause de ces trois écuries-là qui n'ont pas connu nécessairement des débuts de saison ou qui n'ont pas rencontré les exigences dans l'histoire de Racing Bulls, Aston Martin a pu conserver la même position. C'était statu quo, mais on est au milieu de nulle part. On est à peine au-dessus de ce groupe d'autres écuries-là, puis on est très, très loin du peloton de tête. On se battait pour les podiums, puis maintenant, on se battait absolument pour rien. On se battait simplement pour l'honneur, puis même là, on n'a pas su rencontrer ce qu'on s'attendait d'eux. Donc, vraiment déçu. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot déception, déçu ou des synonymes de ça, mais tu as compris où ce que je veux en venir. Je suis pas content de la saison qu'on a eue. L'autre affaire qui me dérange, c'est que on regarde une écurie comme McLaren avec la même motorisation, moteur Mercedes. On est capable de capturer le Mhm. championnat des constructeurs. Mercedes, qui a le même moteur qu'eux, bien sûr, c'est l'écurie Mercedes. C'est eux qui fournissent. On est un client de cette écurie-là. Ben, au début, on se rappellera des déclarations de Fernando Alonso qui a dit pourquoi je signerais avec Mercedes quand on est en avant d'eux. Et ça a duré que quelques grands prix. Après ça, on les voyait même plus. Lewis Hamilton et George Russell ne voyaient même plus une voiture verte dans leur rétroviseur. On les a complètement largués. Donc, ça me montre que le problème, dans le fond, en gros, la seule chose qu'on a à faire du côté d'Aston Martin, c'est on achète le moteur, on achète la boîte de vitesse, puis on achète les éléments de suspension arrière du côté de Mercedes. On a à construire un châssis, puis à développer l'aérodynamisme de la voiture. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a à faire, là. Puis ça, lorsqu'on regarde leur responsabilité, ben, châssis aéro, ben, ça, c'est zéro. C'est pour ça que Dan Fellows a été remercié, tassé plutôt. Il travaille encore pour le groupe, mais on l'a tassé. Donc, tout ça, on voit que leur petite responsabilité qu'on avait, on n'a pas rempli les exigences, donc ça fonctionne pas de ce côté-là. La bonne nouvelle, la seule chose qui vient sauver les meubles, c'est que je leur donne un C et non un C-, malgré que avec tout ce que j'ai dit, vous allez dire, ah, c'est certain qu'il va y donner, il va même y donner pire qu'un C-, c'est que on a réussi, on est conscient de la situation, puis on a du positif qui s'en vient. Oui, on a la nouvelle usine qui va rentrer pleinement en action au cours de la saison prochaine, mais on a aussi été chercher un gars comme Adrian Newey qui va donner des fiers services à l'écurie. Puis on a aussi été chercher un gars comme Andy Cowell pour préparer la plateforme moteur Honda. Donc tout ça, ça me dit qu'il y a quand même un peu de positif à travers tout ça. C'est pour ça que je ne vais pas vers le C- pour Aston Martin, mais c'est quand même, ça reste une grande déception. Ça reste la plus grande déception de cette saison-ci. Oui, effectivement. Puis je vais rajouter une autre déception, Martin. Fait Oui, que je vais il y y en a aller. d'autres. Il y en a, ben, il y en a une de plus que je vais Ouais, rajouter. Fait que, pendant qu'ils sont à terre, là, frappe-les pendant qu'ils sont à terre. Là. c'est ça. Pour Aston Martin, c'est ça, exactement. Un C également, la lettre C de mon côté. C'est heureusement qu'ils ont eu un début de saison, tu sais, passablement correct parce que sinon, je ne sais pas s'ils auraient conservé leur cinquième position au Oh championnat non. des constructeurs, honnêtement, Martin. Écoute, Alpine ne termine qu'à 29,2. C'est incroyable quand même, à voir le début de saison qu'avait l'écurie Alpine. Et là, on se retrouve à même pas 30 points. C'est pour dire que ça allait pas bien du tout du côté d'Aston Martin. Donc, c'est un gros contraste avec le début de saison formidable de 2023. Parfois, on n'était même pas proche de passer en Q2. Il y a heureusement qu'ils ont un champion du monde dans leur écurie parce que si on avait eu un pilote, sans rien enlever à Lance Stroll, mais si on avait eu, disons, deux pilotes comme Lance Stroll, je suis pas sûr on aurait été très loin cette saison. Du côté des pilotes, pour Fernando Alonso, je lui donne un B. Donc, c'est un énorme contraste avec le Alonso souriant de 2023, tout content.
à cette année où il était beaucoup plus acerbe dans ses commentaires. Donc, c'est sûr, il est pratiquement toujours capable d'amener la voiture au maximum de ce qu'elle peut offrir, mais on commence à sentir l'irritation de l'Espagnol au vu des performances de son écurie. Quand on voit à quel point les rivaux sont loin devant, écoute, Mercedes, c'est 374 points Ah, ouais, d'écart. c'est ça. Je savais que ça C'est avait dépassé le incroyable. 300, mais j'avais arrêté. Ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est. Écoute, je l'ai pas loin, je pense, mais on était même pas à 70 points, 66 Ouais. points d'écart qu'on avait la saison dernière, Mhm. qu'on a transformé en 300 quelques points d'écart. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable, c'est incroyable. Et du côté de Lance Stroll, ben écoute, j'y vais avec un C pour Lance Stroll. Je ne m'attendais pas à des miracles, pour être bien franc. Je pensais qu'il allait être en mesure d'aller chercher le top 10 au championnat des pilotes en début de saison. Quand on regardait ce que Aston Martin avait fait l'année passée, beaucoup se seraient dit, bon, ben, écoute, le top 10 c'est faisable pour Lance Stroll. Finalement, non. Il termine que 13e à 18 points de Pierre Gasly en 10e position. Donc, j'aimerais dire que c'est dommage, mais en même temps, j'aimerais, j'aimerais dire que je ne suis pas trop surpris parce que on connaît ce que fait Lance Stroll, parfois capable de faire de belles performances, mais parfois il y a des creux de vague qui sont interminables et on l'a encore vu cette année. Donc, voilà, un C pour Lance Stroll et un B pour Fernando Alonso. Très semblable à toi, je suis allé avec un B pour Fernando Alonso parce que j'ai l'impression qu'il nous a donné tout ce qu'il pouvait nous donner. Il y a aussi Mm. une réalité qu'il faut prendre en considération. Il y a 43 ans, Fernando Alonso. Également. Ouais. Oui, il est un double champion du monde, mais il y a des limites à ce qu'il peut donner. Je sais que ça plaira pas à tout le monde quand je dis ça, mais pour moi, c'est la réalité. Des pilotes qui ont un âge avec 24 Grands Prix aux saisons maintenant. Les saisons se font très longues et se font sentir à travers ces pilotes-là. On l'a vu, on va en venir plus tard, bien sûr, à Lewis Hamilton, mais on l'a vu de son côté. On l'a vu même, j'ai envie de dire, à travers les 20 pilotes. On a vu que c'était pesant, 24 Grands Prix. Mais Fernando Alonso, la saison dernière, nous avait montré des signes lorsqu'on est arrivé à la pause de mi-saison. Il semblait s'éteindre. Il y avait l'écurie aussi qui ralentissait. Lorsqu'il est revenu après quelques semaines de pause, comme on en a l'habitude en F1, ben là, à ce moment-là, c'était le Fernando de début de saison avec une belle énergie, il était capable de nous donner des belles performances. Bien sûr, il est à la merci de ce qu'on lui donne entre les mains. J'ai l'impression qu'il a fait le maximum qu'il pouvait selon ses capacités, selon son âge et selon ce qu'on lui donnait. Le moral, bien ça, c'est sûr, c'est un côté peut-être moins plaisant, mais je le comprends de ses propres dires lorsqu'il dit, écoute, ça a pas de bon sens que ça fait 2 ans puis on a encore des difficultés à rouler en ligne droite. Je ne sais pas combien Mm. d'épisodes on a mentionné les problèmes de traîner sur la Aston Martin. Je peux pas croire qu'on le sait pas. De leur côté, je pense qu'on le sait, mais on sait juste pas comment le régler. J'ai aussi souvent évoqué le fait que Dan Fellows est arrivé avec un livre plein d'informations en provenance de Red Bull. Ça nous a donné une bonne poussée en début. Euh, on faisait des blagues, on disait que c'était une Red Bull verte, mais depuis qu'on a épuisé ce livre d'informations-là, on semble manquer de créativité. Mais encore là, je le dis, on a pris la décision de le tasser. Donc, lorsqu'on voit que des gestes sont posés, pour moi, je le prends en considération de dire, on est conscient de ce qu'on fait de mal, puis on veut aller pour mieux. Donc, on est allé chercher du renfort et l'évaluation, ça va être de voir la saison prochaine. On nous parle déjà de 2026, mais pour moi, même si 2026 promet probablement, avec tout ce qu'on est allé chercher, on se doit de déjà commencer à construire un certain momentum la saison prochaine. On peut pas laisser l'écurie aller à la dérive comme ça parce que ça va être au détriment de notre leader. Notre leader, c'est Fernando Alonso. Et on va aussi devoir adresser la situation de Lance Stroll, à qui je donne un C-. Lance Stroll, je l'ai défendu souvent à des gens qui disaient, ah, il n'y a pas d'affaires en Formule 1. Encore une fois, je crois qu'il y avait d'affaires là, mais je ne partage plus cette information, cette opinion-là. Je pense que la grille de 2025 va être supérieure et Lance Stroll pourrait devenir facilement le pilote le moins bon sur la grille de départ la saison prochaine. Et ça, c'est pas peu dire lorsqu'on regarde le nombre de recrues qui seront là, qui vont commettre des erreurs. Mais lorsque Lance Stroll va se faire retirer d'une Q1, d'une Q2 plutôt, et qu'il ne réussira pas à progresser, puis à ce moment-là, il risque de se retrouver dans un plateau. Ce sera pas très beau là, de voir un nom comme Lance Stroll, peut-être avec des pilotes comme Jack Doohan, être relégué avec peut-être un Antonelli qui pourrait commettre des erreurs à sa première saison, être relégué avec un gars comme Berman.
on ne sait pas. Donc, on va voir un gars qui a énormément d'expérience par rapport aux autres être relégué à la fin d'une Q1. Ça va peser beaucoup plus fort dans la balance que lorsqu'il y avait des Magnussen, etc. autour de lui. Donc, la pression va continuer d'augmenter dans le camp de Lance Stroll. Le scénario au Brésil où ce qui décide de se mettre dans le bac à gravier, Bon. ça, c'est une honte de voir ça. Il semble désintéressé. Puis pour sa santé Mm. personnelle, pas juste pour la santé de l'écurie, je pense qu'il devrait prendre un recul. Je suis pas psychologue, puis je veux pas prétendre l'être, mais de ce qu'on voit, c'est gestuel lorsqu'on le regarde, il ne semble pas de quelqu'un qui est bien. Il semble quelqu'un de Mm. malheureux. C'est sûr qu'avec les résultats, c'est pas facile, mais ça semble, c'est depuis longtemps qu'on voit ça du côté de Lance Stroll. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le conserver autant, comme je dis, pour l'écurie, autant que pour lui? Je pense que non, il faudrait qu'on commence à adresser cette situation-là pour la saison prochaine. Là. Je sais pas de ton côté, qu'est-ce que tu en penses, là, mais. Ben écoute, c'est sûr qu'on n'est pas des professionnels de la santé non plus, mais je dirais que Lance Stroll, c'est même lorsque tu te rappelles, Martin, lorsqu'il y avait la Racing Point, la fameuse Mercedes rose Oui. de 2020, si je ne dis pas de bêtises, on avait une monoplace très performante, puis pourtant, je ne voyais pas Lance Stroll excessivement souriant. Mhm. Je voyais pas de gros sourire dans le visage. Oui, il avait obtenu deux podiums, mais j'ai jamais senti Lance Stroll extrêmement fier et heureux. Et c'est gros piloté pour Aston Martin. C'est un très gros nom dans l'histoire du sport automobile, mais je le sens pas autant motivé ou quoi que ce soit qui puisse ressembler à ça. Peut-être qu'il semble désintéressé, je ne sais pas, je suis pas dans ses souliers, Ben, désintéressé, mais c'est le bon mot, je trouve. c'est ça. Ouais, Mais c'est ouais, ça. c'est dommage, mais bon, on verra ce que le futur va lui réserver, mais c'est ça, il semble désintéressé, tout simplement. Semble pas réaliser la chance qu'il a. Lorsqu'il était plus jeune, c'est de lui-même qu'il a raconté souvent que Fernando Alonso était un de ses idoles. Maintenant, il partage le garage avec lui. Il pourrait en profiter pour apprendre, pour justement pour être souriant, pour profiter de l'occasion qui ne sera pas. On le sait, là, peut-être que certains vont penser que oui, il va avoir ça à vie parce que son père est là, mais à un moment donné, il va avoir des décisions qui vont être prises. Puis je pense pas qu'il peut garder ce Mm. poste-là indéfiniment. Si c'est pas son père qui va l'adresser, ben ça sera lui ou des actionnaires qui vont devoir le faire parce que il semble pas heureux, il semble pas vouloir être là, il semble avoir trouvé la saison longue pas pour les mêmes raisons qu'on a évoquées chez les autres pilotes. Je pense que lui il aimerait mieux être ailleurs. Encore là, c'est de la spéculation, on le sait pas, on y parle pas. C'est juste qu'est-ce qu'on est capable de lire à travers ses communications médias ou lorsqu'il fait des entrevues, même des événements qui sont un peu plus fun avec le site de la F1, il semble toujours désintéressé. Donc c'est ça. Je trouve que c'est même malheureux pour lui de le voir là. Et là, le problème, c'est que il a toujours été dur à défendre à cause de sa situation, à cause de son père, tout ça, ce qui dérange bien les gens. Mais là, je le trouve maintenant, non seulement, il est pas seulement dur à défendre, il est indéfendable par ses performances. Et ça devient ça devient grave. Il faut adresser cette situation-là parce que ça devient critique pour l'écurie, mais aussi pour le plateau de la Formule 1. On veut voir des pilotes qui sont capables de compétitionner week-end après week-end et surtout que ça leur tente d'être là. Maintenant, on peut passer à on pensait au début de l'année qu'il serait peut-être une rivalité avec Aston Martin. On le disait, même Fernando Alonso a dit ben, pourquoi je m'en irais là? On est meilleur qu'eux, on a une meilleure voiture. On était dans une drôle de situation du côté de Mercedes. On fournit des pièces à Aston Martin, à Williams et à McLaren. On a eu certains épisodes en début d'année où ce qu'on se retrouvait derrière deux de nos écuries clientes. Il y a même eu un moment où on s'est retrouvé derrière Williams. Donc, tout ça, là, c'était pas vraiment le meilleur scénario possible. On a aussi la dernière saison de Lewis Hamilton. On fallait qu'on gère un peu ça. C'est une drôle de situation lorsqu'on sait que le pilote va partir avant même que la saison ait commencé. Mm. Ensuite, on a George Russell qui est l'avenir. On a eu tout le scénario. Est-ce qu'on va chercher Max Verstappen finalement? Du côté de Red Bull, on disait que Verstappen s'en va nulle part. Max Verstappen avait beau le dire à tous les week-ends qu'il s'en allait nulle part. Mercedes continuait de le mentionner. Finalement, c'était un peu une sorte de diversion pour non seulement déranger un de nos rivaux, mais aussi pour déranger, ne pas déranger notre jeune recrue Antonelli qui était dans la mire de Toto Wolff, selon ses dires depuis le début. Il a aussi mentionné qu'il aurait remplacé Lewis Hamilton de toute façon. Est-ce qu'on le croit? Est-ce que, tu sais, ça, c'est notre interprétation, vous pouvez le croire ou pas le croire. Mais toutes ces distractions-là ont fait qu'on a un peu dérogé de ce qui s'est vraiment passé. Et moi, Mercedes, je peux pas leur donner plus qu'un B. La raison est simple, c'est qu'on comprend toujours pas notre voiture.
Mhm. Oui, on a eu 4 victoires cette saison, à moins que je me trompe, je pense bien que c'est ça. C'est 4 victoires quand même chez les écuries, ce qui est en soi quand même positif lorsqu'on qu'on regarde ça. Sauf que ce qui me dérange du côté de Mercedes, c'est que le problème se répète. Lorsqu'on performe bien et qu'on se fait poser la question, qu'est-ce que vous avez fait de différent? On est très transparent, on dit on ne sait pas. Euh, on associe des fois, parfois, la température lorsqu'il fait froid. On l'a vu à Montréal, notamment à Montréal, c'était une condition de pluie. La Mercedes de George Russell avait bien répondu. On a vu la même situation au Qatar, on a vu la même situation à Las Vegas. Mais encore là, on pense savoir c'est quoi le problème, mais on a d'autres situations au Brésil où ce qu'on voit, George Russell est à l'avant, puis Lewis Hamilton pas capable de garder sa voiture en piste. Donc tout ça, ça me dit que oui, on a remporté 4 Grands Prix, mais on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe la voiture. Ça fait 3 saisons qu'on a commencé l'effet de sol et on comprend toujours pas comment maîtriser cette nouvelle technologie-là, cette nouvelle réglementation-là. Donc, les 4 victoires, je leur accorde un point. C'est pour ça que je donne un B, mais je peux pas aller plus haut que ça puisque on est plus ou moins responsable de notre succès. Ouais, c'est ça, pareil pour moi, Martin, un B pour Mercedes. Une voiture qui parfois fonctionne comme un charme. On l'a vu, Russell capable de signer très beau tour de qualification, être dans le coup, dans les meneurs, capable de jouer la pole, la victoire par moment. Mais on a une voiture, des fois, qui ne fonctionne pas. Et comme tu l'as mentionné, on ne sait pas pourquoi. On essaie de comprendre, on essaie d'analyser ça en profondeur et tout. Puis quand le directeur d'écurie a dit, ben, euh, on ne sait pas. On n'arrive pas à comprendre. C'est comme ça, on est bon une journée, on est bon, une autre journée, on n'est pas bon. Donc, c'est pas l'idéal, mais c'est ça. Des fois, on est en liste pour la pole, puis des fois, on est carrément loin des meneurs. Donc, on a toujours eu du mal à comprendre pourquoi ça allait bien sur un type de circuit dans des conditions et pas sur un autre. Donc, il termine assez loin derrière Red Bull, mais très loin devant Aston Martin aussi. Donc, ça là-dessus, assez seul dans leur monde Mercedes, mais était capable de se mêler à la victoire pour quelques Grands Prix. Du côté des pilotes, je donne un B+ pour George Russell, car il s'est vraiment établi comme le pilote numéro 1 chez Mercedes. Il a supplanté Hamilton lors des qualifications, ce qui n'est pas une chose facile vu le palmarès de Lewis. Il devance aussi Hamilton pour la deuxième fois en 3 ans. Donc ça, c'est quand même assez bon là-dessus pour George Russell dans l'ensemble de sa collaboration avec Lewis Hamilton. Donc pour ça, bravo à Russell. Et pour Hamilton, qui lui s'en va chez Ferrari pour 2025, ben pour Hamilton, c'est un B-. Des très bons moments, mais des moments inexplicables parfois. C'est clair qu'il a la tête tournée chez Ferrari depuis qu'il a signé avant le début de la saison. On a vu des fois pourquoi ce pilote-là a un palmarès aussi garni, mais 4 éliminations en Q1, Martin, c'est pas ce qu'on attend d'un champion comme Lewis Hamilton. Mhm. Il y a eu des beaux flashs, oui, mais il y a aussi eu des moments plus difficiles. Il y a eu on se rappelle de la victoire à Silverstone qui a été superbe. Oui, il a profité de la disqualification de Russell à Spa-Francorchamps pour gagner le Grand Prix. Sa belle remontée à Las Vegas et également à Abu Dhabi, où il a très bien fait. Mais je trouve qu'il y a eu trop d'inconstance au cours de la saison. Il y a eu des moments où on s'est dit, mais c'est pas Lewis Hamilton, ça. C'est pas Lewis Hamilton qu'on connaît. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec un B- pour Lewis Hamilton. Du côté d'Hamilton, je partage la même note que toi, c'est un B-. La raison pourquoi j'y vais avec ça, bien, tu le dis, il y a eu des moments, il y a eu beaucoup trop de moments où ce qu'on s'est posé des questions. Même Lewis Hamilton a essayé de nous fournir des réponses. Finalement, ces réponses-là ont été écartées du revers de la main par le directeur d'écurie Toto Wolff. Il y en a des gens qui l'ont cru. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire. La raison, tu sais, il a essayé des fois de dire, ah, on favorise George Russell, on me fait disparaître des dixièmes de seconde pendant les qualifications. Ça a fonctionné pour une certaine partie de sa base partisane, sauf que du côté de Mercedes, on l'a souvent dit, on fait absolument rien. Et puis après ça, on a vu des erreurs du côté de Lewis Hamilton aussi. C'est pas Ouais. simplement. Si c'était que on voyait qu'il fait des tours parfaits, un coup de volant, comme on est habitué de le voir, comme à la hauteur de sa réputation, ben là, on aurait pu dire, ah ben oui, il se passe de quoi avec la voiture. Ben c'est pas ce qu'on voyait. On était capable de déceler des drôles de coups de volant, des points de freinage manqués, des mauvaises gestions. Tu sais, on évaluait de mauvaise façon un point de corde et tout.
petits détails-là sur un peloton qui est très serré avec une parité qui a été très forte cette saison en F1, c'est certain que ça va vous placer à 2, 3, 4 dixièmes de différence. Donc, pas obligé de se retourner et blâmer bien loin et aller vers l'écurie ou dire, ah, ben, c'est normal qu'il s'en va, on le favorise pas, puis tout ça, pour comprendre pourquoi il y a un écart sur le circuit. On le sait, c'est très, très près. Donc, chaque petite erreur se transforme en des grosses écarts sur la feuille, le tableau à la fin d'une séance de qualification et à la fin d'un Grand Prix. Je l'ai dit, la question est arrivée souvent. Est-ce que tu penses que Lewis Hamilton peut encore être bon en F1? Ben oui, il n'est pas fini, Lewis Hamilton. Sauf que, est-ce qu'il peut être encore champion du monde? Ça, j'ai des doutes. J'ai des doutes que sur 24 Grands Prix, il est capable de suivre la constance imposée par un champion comme Max Verstappen, qui ne donne absolument rien à ses adversaires. Donc, à ce moment-là, à moins d'une catastrophe dans le clan Red Bull ou d'une catastrophe du côté de Verstappen, je vois pas un gars comme Lewis Hamilton battre Verstappen, mais je le vois pas non plus battre Charles Leclerc et je le vois pas battre un gars comme Lando Norris, même si c'est des gars qui ouvrent la porte à quelques moments. Ça commence par les qualifications. Chaque week-end de course commence par ça. Si t'es pas capable de te faire justice en qualification, ben tu tombes en rattrapage, puis du rattrapage, même quand tu es le plus grand pilote de tous les temps ou un des plus grands de tous les temps qui a 7 championnats, bien, c'est pas facile de gagner. Donc, c'est bien beau de remonter. On le vu à Vegas. Il a remonté, mais il a terminé deuxième, n'a pas gagné l'épreuve. Et c'est une épreuve qu'il aurait facilement remportée s'il n'avait pas commis l'erreur en qualification le samedi. Donc, tout ça dans la balance, ça fait que on va pas aller dire qu'Hamilton est fini, mais ce qui est capable de se faire justice à un moment dans l'année, eh bien oui, on va voir du grand Lewis Hamilton comme on l'a vu à Silverstone. Sauf que la qualification, c'est d'habitude le début d'un déclin d'un pilote. Mais lorsqu'on regarde 15-9 pour George Russell, on n'aurait jamais cru voir ça il y a quelques saisons, même s'il nous avait habitués à perdre de temps en temps des pôles contre Valtteri Bottas, mais des éliminations en Q1, comme tu mentionnais, c'est là que c'est complètement le contraire de ce qu'on a déjà vu. L'autre scénario aussi qui m'a créé un malaise envers lui, c'est à Sao Paulo, lorsqu'on le dit, la phrase d'Ayrton Senna, mais phrase qui est très répandue dans le monde de la Formule 1, la pluie vient niveler l'écart entre les voitures. Donc pour les gens, ils aimaient s'accrocher à la théorie qu'on favorise George Russell, mais lorsqu'on arrive dans la pluie, on est supposé venir niveler et faire rehausser les capacités de pilotage de chaque pilote. Et on voit George Russell à l'avant et on voit Lewis Hamilton incapable de garder sa voiture en piste qui se bat avec des Colapinto et avec des Liam Lawson. Donc, encore là, c'est complètement le contraire de ce qui nous avait habitués. Moi, je reviens là-dessus. J'achète pas la théorie qu'on a donné une moins bonne voiture à Lewis Hamilton. Oui, il s'en allait, mais on voulait garder l'honneur, on voulait y aller de façon professionnelle. Je l'ai dit tantôt, on regarde à tous les vendredis avec Jean-Christophe Trahan, on nomme dans nos podcasts, du F1 podcast, votre guide. On prépare le week-end puis on vous nomme les améliorations. Seulement à une reprise, j'ai vu qu'il y avait des différences entre la voiture de George Russell et Lewis Hamilton qui favorisait Russell par rapport à Hamilton. Et on a su après de le propre aveu de Lewis Hamilton et de Toto Wolff et de George Russell que c'est lui-même Hamilton qui avait choisi de ne pas vouloir cette amélioration-là, puisqu'on était à Monaco et un simple petit bris d'aileron l'aurait relégué à partir de la ligne des puits puisqu'on n'en avait pas de pièces de rechange. Donc à ce moment-là, moi, je n'achète pas cette théorie-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, un déclic du côté des qualifications de Lewis Hamilton. Est-ce qu'il peut rebondir? Bon, on en a vu des pilotes rebondir par le passé, donc on n'est pas à l'abri de ça. Sauf que c'est des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe du côté d'Hamilton et il s'en va contre un des meilleurs pilotes en qualification en Charles Leclerc, donc ça sera à surveiller. En Grand Prix, 19-5, donc là aussi, c'est supposé être le côté fort. On dit que c'est pas juste les qualifications aussi qu'il y a eu un déclin. C'est simplement seulement à 5 reprises que Lewis Hamilton a su avoir le dessus sur George Russell en course. Donc ça aussi, je trouve ça alarmant. 2 victoires des deux côtés. À ce moment-là, c'est très bon. Et ce qui est pour le pourcentage des points dans la récolte, c'est 52% des points de Mercedes ont été accumulés par George Russell et 48 par Lewis Hamilton. Pour les notes, je pense que je les ai données. Hein. J'ai donné à peu près la même affaire que toi. C'est B pour George Russell et j'ai donné un B- à Lewis Hamilton. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur Mercedes? Non, pour le moment, c'est bien bon. Il est maintenant temps de passer à ceux qui ont dominé la saison 2023. Ça a été plus compliqué en 2024. Ils étaient les champions constructeurs défendants, c'est-à-dire l'écurie autrichienne Red Bull Racing. La note que j'ai donnée à l'écurie cette saison, eh bien, ça a été très dur à noter parce que j'ai l'impression que
Veux pas, on arrive, on a 24 Grands Prix, mais j'ai comme eu une perception que l'écurie, que la saison était encore plus longue pour Red Bull. Ça a commencé tôt avec les allégations à l'endroit de Christian Horner. Beaucoup de distractions à l'extérieur de la piste. Ensuite, les querelles entre Christian Horner et le père de Max Verstappen. Les histoires de Mercedes qui s'en mêlent, qui disent que Verstappen va signer, les journalistes allemands. Donc, tout ça à l'extérieur de la piste, là, ça a commencé très, très tôt, avant même le premier lancement. Ensuite, il y a eu l'histoire Adrian Newey. Est-ce qu'Adrian Newey s'en va vraiment? Finalement, oui, il quitte. Après ça, où est-ce qu'il va aller? Donc, tu comprends où je veux en venir avec tout ça, Kevin, là? Je sais pas si tu as la même perception de ton côté que la saison a été très longue pour Red Bull. Oui, ça a été long. Ça a été des montagnes russes. Ça a été des montagnes russes du côté de Red Bull avec une panoplie d'événements. Euh, je pense qu'ils ne sont pas fâchés que l'année soit terminée. Ils auraient peut-être aimé terminer sur une meilleure note au classement des constructeurs. Mais quand même, je trouve que la pause entre les deux saisons va leur faire un grand bien. Comme elle va faire un grand bien à tout le monde, en fait, aussi. Ah oui, exactement. Euh, Tout d'abord, je vais essayer d'y aller par points. Ça fait 3 ans qu'à cause de notre classement, on a moins de temps en soufflerie. Et ça, pour moi, c'est l'élément clé dans la saison de Red Bull qui fait que il y avait une date d'expiration à ce qu'on était capable Mhm. d'accomplir. Verstappen l'avait mentionné souvent au cours de la saison dernière avec la RB19 qu'il fallait profiter de ce qui se passait dans les garages et Mhm. à l'usine de Red Bull parce que c'est quelque chose qui est historique en F1 et qui se reproduira pas 2 saisons de suite, surtout pas avec la nouvelle réglementation des dominations comme on a vu dans le temps avec Mercedes ou même ce qu'on a vu avec l'époque de Michael Schumacher chez Ferrari ou même les 4 saisons de Sébastien Vettel. C'est des nouvelles réglementations en F1 maintenant. On enlève du temps de développement à ceux qui ont du succès pour en donner plus à ceux qui en ont moins. Donc, Red Bull, qu'on a réussi à être si loin du reste du plateau pendant ce temps-là, ben oui, on doit attribuer une partie de notre succès à Adrian Newey, à Christian Horner comme directeur d'écurie, à Pierre Vacher comme ingénieur, même à Frédéric Vallée qui faisait partie aussi de l'équipe d'ingénierie là-bas. Donc, il nous l'a mentionné souvent, un de nos collaborateurs aussi ici au F1 Podcast, il nous a mentionné souvent à quel point qu'on a une bonne équipe du côté de Red Bull et qu'on laisse tout le monde travailler, tout ça, on travaille dans le même sens. Donc, tout ça, ça a fait qu'on a réussi à survivre tout ce temps-là, mais on pouvait pas s'en tirer beaucoup plus longtemps et on l'a vu cette saison qu'il y avait des conséquences à cette nouvelle réglementation-là, des conséquences directes plus souvent qu'autrement, on se devait d'apporter des améliorations sur la voiture qu'on avait testée moins que les autres. On travaillait un peu à l'aveugle dans le sens que lorsqu'on sort quelque chose de la soufflerie, ben, on peut pas lui retourner 2 ou 3 fois. On a aussi un plafond budgétaire comme les autres écuries à respecter. Donc, tout ça a fait que cette domination-là devait prendre fin. On a aussi fait des erreurs. On est allé dans une voiture qui est très beaucoup trop complexe. Des aveux de Pierre Vacher, qui est le nouveau directeur technique de l'écurie, mentionnait qu'on est allé beaucoup trop pousser. La voiture était dure à comprendre. Elle avait des limites à certains endroits. On a pris du temps aussi à des améliorations qu'on avait apportées qui sont venues un peu changer tout ça, changer ce qu'on avait construit. Donc, à un moment donné, on s'est un peu perdu à travers tout ça, mais on a réussi à retrouver le droit chemin en cours de saison. Donc, tout ça, là, une fois qu'on met ça en perspective, on regarde qu'on a quand même été l'écurie qui a gagné le plus de courses. Fait que c'est sûr que Mhm. lorsqu'on compare à la saison dernière, ben on dit ça a été une saison difficile. Ça a pas été il y en a même qui vont aller jusqu'à dire que ça n'a pas été une bonne saison, mais c'est que on est on est victime de notre succès. Notre parallèle est fait, notre évaluation est faite. Si on dit on est toujours aussi bon que notre dernier Grand Prix, ben là, on est toujours aussi bon que notre dernière saison. L'autre saison, c'était une saison historique. Remporter 21 des 22 courses, c'est pas quelque chose qui devrait arriver dans l'histoire de la F1. C'est arrivé une fois, puis on verra peut-être plus jamais ça de notre vivant. Donc, de le reproduire cette année, c'était impensable. Donc, 9 victoires dans une saison de F1 normale, comme on la connaît d'habitude. Tu es d'accord avec moi que normalement, 9 victoires, on célèbre ça, puis on dit que ça a été une bonne saison. Normalement. Normalement. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est un gros contraste là, avec l'année dernière qu'on a eu avec Red Bull Racing. Mais néanmoins, je trouve qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti, comme tu le parlais, Martin, avec le temps en soufflerie et tout. Donc, moi, de mon côté, la note que j'ai donnée à Red Bull Racing, j'ai donné un B+, Même note. parce que la RP... Ah, ben, ça Ouais. va bien. Ouais, même chose, On même est sur chose. la même Ouais. longueur. On est sur la même longueur d'onde. Parce que je trouve, Martin, la RB20, c'est une voiture avec une fenêtre d'exploitation très restreinte.
Puis à certains moments dans la saison, on était nettement derrière McLaren et Ferrari et même parfois derrière Mercedes en termes de rythme. Il y a un certain moment dans la saison là, où on se demandait mais qu'est-ce qui se passe avec la Red Bull? Elle n'est pas du tout là, elle n'est pas du tout au niveau. Et on voyait Verstappen, ça commençait à l'agacer, là. Notamment à Monza, je me souviens, là, je voyais le visage de Max et là, je me suis dit, oh, là, il y a quelque chose. Je pense qu'il sent que son championnat commence peut-être à lui glisser sous les pieds. Finalement, ils ont renversé la tendance. Ils ont réussi à remonter la pente en fin de saison. Et aussi la gestion du dossier de Sergio Pérez, dont je trouve qu'ils ont signé le Mexicain trop tôt dans la saison. Oui, Donc, à avec toute cette Montréal, saga-là, ouais, ouais, au c'est mois de ça, juin, exactement. exactement, c'est ça. Ouais. Donc, avec toute cette saga-là, en plus de l'affaire Christian Horner, comme tu as mentionné en début d'année, je ne peux pas donner plus qu'un B+ à Red Bull. Du côté des pilotes, ben écoute, Si tu permets juste une petite ben seconde, oui. Kevin, la raison, moi aussi, pourquoi je donne un B+, euh, je, je trouve qu'on a bien répondu. J'aurais aimé donner une meilleure note parce que dans les circonstances, comme je dis, 9 victoires, normalement, c'est rare qu'on va donner une note en bas du A lorsqu'on Mhm. on réussit à remporter. En plus, on en remporte plus que n'importe qui d'autre, mais c'est la gestion du dossier Sergio Perez, pour moi, qui a coûté des points à Red Bull. On s'est tiré dans le pied, pour ne pas dire tirer dans les deux pieds, en gardant un gars comme Sergio Perez et en laissant notre pilote étoile, notre talent générationnel, Max Verstappen, se défendre contre des duos redoutables qu'on Mhm. va en revenir plus tard là, dans quelques minutes sur les deux autres écuries qui ont fini devant. Si tu veux poursuivre avec les notes sur tes pilotes. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, avec Max Verstappen, on le sait, c'est pas qu'on a du succès pratiquement assuré, mais c'est un très gros atout qu'on a Oui. avec notre écurie. Donc, Verstappen, très solide durant la saison 2024. Maintenant, quadruple champion du monde. Je lui donne la note de A-. Donc, il savait où trouver de la performance avec une voiture qui pouvait en manquer, des victoires dominantes par moment, mais aussi des situations un peu plus délicates, notamment avec Lando Norris où on a pu voir qu'il il est quand même bouillant, Max Verstappen, là. Donc, au moins pour Max, mais une très bonne saison, bien entendu. Du côté de Perez, Checo. Bye bye. Euh, une saison à oublier, des performances très décevantes, un cruel manque de rythme, trop loin de son coéquipier, mais aussi de ses rivaux où on l'a vu éliminer 9 fois, soit en Q1, Q2, avec une Red Bull. Et à 93 points de George Russell qui a fini sixième du championnat. C'est beaucoup trop loin. Mhm. C'est un pilote qui est détruit. C'est un pilote qui est dans une spirale négative depuis un long moment et qui ne sait plus comment s'en sortir. Donc, malheureusement pour Perez, c'est un C-. Très proche dans les notes. C'est pas une surprise pour toi que j'ai donné C- à Sergio Perez. J'ai dit que j'allais le laisser tranquille à partir de la moitié de la saison, puisque pour moi, ça relevait plus de lui. Il Mhm. avait clairement prouvé qu'il ne pouvait plus rencontrer les exigences qui viennent avec être un pilote dans une écurie de premier plan comme Red Bull, défendre un titre. Je le disais, face à des adversaires redoutables, à des duos redoutables. Malgré que Verstappen a donné à peu près tous les outils à Perez, si Perez avait juste performé un petit peu plus, la compétition au championnat constructeur aurait probablement été plus serrée parce que Mhm. nos adversaires qui n'avaient peut-être pas encore l'expérience d'être dans cette position-là nous ont quand même ouvert la porte à quelques reprises. Donc, si on avait été un petit peu plus compétitif, on aurait été capable de répondre. On a aussi, du côté de Red Bull, je le disais, là, ça leur a coûté des notes, la gestion du dossier Perez, surtout lorsqu'on sait qu'il y a des gars comme Carlos Sainz disponibles pour la saison prochaine. Ouais. Mon choix, je l'ai mentionné souvent, Nico Hülkenberg, qui aurait été, selon moi, un atout incroyable pour Red Bull. Avec un contrat d'1 an, il serait venu en courant, selon moi. Là, je pense pas qu'on était besoin d'aller très, très loin dans du long terme pour attirer un gars comme Nico Hülkenberg qui doit rêver le soir à qu'est-ce qui pourrait arriver s'ils avaient une chance de pouvoir finalement monter sur un podium et d'être dans une écurie compétitive, capable de percer le top 10 plus souvent qu'autrement avec une Haas. C'est certain qu'il aurait été capable de mettre sa voiture au moins dans le top 5 et déjà mettre sa voiture dans le top 10 à tous les week-ends. Ça aurait déjà été du luxe à comparer de ce que Perez donnait. Donc tout ça pour moi, là on évalue le pilote, donc j'ai pas le choix de donner ce qui revient à Sergio Perez. Mais c'est un C- pour l'ensemble de la saison. Tu le dis, beaucoup trop d'éliminations en Q1. Il n'a pas été capable de répondre aux exigences. C'est un gars qui a été cassé la saison dernière. Je l'ai dit, le point tournant Miami 2023. Pour moi, je Mhm. continue à penser que c'est là que tout a cassé pour lui. Du côté de Max Verstappen, j'ai été un peu plus clément que toi. Ben, je sais pas que tu l'as pas été, mais je lui ai donné un A.
La raison pour que je lui donne un A, c'est qu'encore là, il a gagné plus de Grands Prix que n'importe qui. Il en a remporté 9. Oui, il y en a 7 qui sont venus un peu en début de saison, mais lorsqu'on met la ligne de où la voiture a commencé à être moins performante que les autres, c'est pas mal unanime chez tous les analystes, les experts, que c'est au Grand Prix de Miami. Miami, c'était quel Grand Prix dans la saison? C'était le 5e Grand Prix de la saison au début mai. Donc, lorsqu'on dit, ouais, mais les 7 victoires sont arrivées en début de saison, il y a quand même 7 victoires qui sont venues. Il y a des victoires qui sont venues à des moments où ce que la voiture Red Bull n'était pas la meilleure. Puis dans les 5 premiers Grands Prix de la saison, on se rappellera qu'il y avait eu un abandon au Grand Prix d'Australie Oui. aussi, où ce que c'était pas de son ressort, là, la roue a pris en feu là, sur un frein qui était bloqué à l'arrière. Donc, il a quand même réussi à rencontrer les exigences, à toujours se battre week-end après week-end. Il se présente toujours vers Verstappen. Il est toujours là pour donner un spectacle. Oui, des fois, il prend des décisions qui peuvent être douteuses pour nous, mais en même temps, lorsque tu es un directeur d'écurie et que tu l'as, tu as la chance, tu prends ce qui vient avec l'ensemble de l'œuvre, de dire que c'est un gars qui donne son maximum, c'est un gars que oui, il a un caractère, mais j'aime mieux avoir un gars comme ça que d'avoir un gars que je dois pousser comme Sergio Perez ou un gars, comme on l'a mentionné tantôt, Lance Stroll, que tu dois chercher des moyens de le motiver. Avec Max Verstappen, tu n'as pas besoin de le motiver, là. S'il faut que tu tires la corde de temps en temps pour lui dire, écoute, calme-toi un petit peu, calme-toi un petit peu, ça, pour moi, c'est pas un problème. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on veut voir en F1. Et si nous, les partisans de F1, les amateurs qui sont gâtés de voir ça, de voir un gars qui essaye à chaque week-end, qui donne un spectacle, même quand la voiture est pas au rendez-vous. 9 victoires dans une saison de F1 normale. C'est une saison exceptionnelle. Si on se réfère, oui, il y a plus de Grands Prix maintenant, mais si on se réfère à Jacques Villeneuve, 7 victoires, ça l'avait consacré champion du monde. Donc, saison historique où que beaucoup de pilotes ont réussi à tirer leur épingle, d'être capable d'aller chercher des victoires. Donc, Verstappen qui ressort au-dessus. Si ça n'avait pas été de la victoire de Lando Norris au dernier Grand Prix, ben, il aurait eu 3 fois plus de victoires que n'importe qui sur le plateau. Donc, déjà là, il y a plus que le double de Lando Norris en ayant 9 victoires, l'autre 4. Donc, à ce moment-là, pour moi, je peux pas lui donner en bas d'un A pour sa note globale sur la saison. Maintenant, on passe à une écurie qui avait énormément de pain sur la planche. On avait beaucoup de choses à travailler au cours des saisons. On s'était fait reprocher, notamment sur le plan stratégique. On a eu un nouveau leadership qui est rentré là en Fred Vasseur, l'écurie Ferrari. Avant que je donne la note à Ferrari, selon toi, est-ce qu'on a complètement retourné le bateau de bord du côté de la Scuderia ou on a encore du travail à faire? Parce que pour ma part, j'ai vu qu'il y a eu un changement de trajectoire, un changement de direction, mais il y a encore des petites choses qui m'ont dérangé au cours de la saison. Il y a toujours du travail à faire. Toujours, parce que quand on tombe dans la complaisance, ben c'est là que les rivaux nous rattrapent et c'est là que ça devient de plus en plus difficile. Donc, ça, on va du bon côté, ça c'est certain. Donc, c'est bon signe comparativement aux dernières années où on avait plus de difficultés. Je suis content de voir ça. Je suis content de voir le travail qui est fait chez Ferrari. Oui, il y a des petites lacunes, comme on l'a vu parfois lors des Grands Prix. Des fois, la stratégie, on n'est pas toujours certain, on hésite parfois, on hésite trop. Et c'est là qu'on se fait prendre au jeu, on se fait, excusez l'expression anglophone, bypasser par nos rivaux. Et c'est là qu'on et c'est là qu'on se fait, on s'est tiré dans le pied, on aurait dû prendre la décision plus vite possible. Donc, c'est ça. Mais je suis content de voir qu'il y a du progrès chez Ferrari. Ça peut augurer de très belles choses pour l'avenir. Moi, j'ai vu qu'on a travaillé le plan stratégique, là. C'est sûr que c'était facile à remarquer. On partait tellement de loin dans l'ère Mattia Binotto. La saison dernière, on avait encore on pouvait voir on aurait dit qu'on faisait des rechutes à quelques moments avec des drôles de décisions. Cette saison, on en a vu. On a vu des moments où ce que ça a été questionnable. Pour moi, c'est la fin. La dernière épreuve de la saison, qu'on est arrivé avec cette pénalité-là, problème de batterie. Je sais que ça peut arriver, c'est de la mécanique, il y a des choses qui sont pas prévisibles, sauf que on le savait à peu près, ça faisait combien de temps que c'était sur le moteur, pourquoi qu'on est allé là-dessus. L'autre fait aussi, je me dis, pourquoi qu'on n'a pas décidé d'aller avec un moteur flambant neuf, partir de la ligne des pluies, gagner quelques HP, à peu près peut-être 3, 4 dixièmes au tour, mettre les chances de notre côté. J'aurais aimé ça qu'on soit un peu plus agressif tant qu'à partir de la fin, parce qu'on l'a vu, on est arrivé très, très près de remonter le peloton complètement du côté de Charles Leclerc. Oui, il y a eu de l'aide sur le plateau avec quelques accrochages, accidents, et ces choses-là, mais ça fait partie de la partie. Donc, à ce moment-là, c'est des décisions comme ça. Vegas, encore là, j'aurais aimé qu'on
qu'on aborde le Grand Prix différemment. On était dans une bagarre au championnat, donc on m'a encore montré du côté de Ferrari que oui, il y a eu des améliorations, mais lorsqu'on arrive là, dans les, on peut appeler là, comme à la boxe, là, les rounds de championnat, là, une fois qu'on passe le 10e round, lorsqu'on était rendu vraiment à chaque décision compte, je trouve qu'il y a eu des petites erreurs et le championnat aurait pu se jouer différemment de leur côté. Mais encore là, j'y vais avec une note positive pour l'ensemble de la saison. On est sur la bonne trajectoire. Il y a Lewis Hamilton qui va arriver l'année prochaine. Il y en a qui voient ça d'un œil négatif. Il y en a qui peuvent voir ça d'un œil positif. C'est sûr que c'est de valeur que Carlos Sainz va quitter l'écurie, mais je vais quand même avec un B+ pour Ferrari. Ouais, écoute, je suis peut-être un petit peu plus optimiste que toi. J'ai donné A- pour Ah, c'est bon. Ferrari. Donc, on a eu une bonne saison dans l'ensemble, malgré qu'il y a eu une période à la mi-saison où on avait du mal avec le développement de la voiture. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Martin. Oui. On a, on avait du mal à suivre les voies. On était plusieurs dixièmes à l'arrière. Et ça, au final, ça a fait perdre des points importants à la Scuderia. Et on regarde au final où est-ce qu'on a terminé. On échappe le titre constructeur pour 14 points. C'est pas beaucoup. Et ils ont rectifié le tir, mais ça a joué. Ça a joué au final. Mais Ferrari va dans la bonne direction. Donc, ça promet pour 2025. Moi, je trouve que c'est une année réussie pour la Scuderia. Euh, Comme tu as dit, on partait quand même de loin. On avait quand même des bonnes bases sous l'ère de Mattia Binotto, mais il y avait beaucoup d'erreurs de stratégie, d'erreurs dans les puits, des arrêts qui étaient beaucoup trop longues, là, des mauvais changements de pneus, etc. Donc, je trouve qu'on a bien fait ça cette année chez Ferrari. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec le A-. Du côté des pilotes, pour Charles Leclerc, j'y vais avec un B+. Il a prouvé qu'il est capable de sortir des très bonnes performances. En qualification, personne n'en doute, mais en course, il a fait des superbes performances. Il était très solide. Il a très bien géré ses pneus à plus d'une occasion. Et ça, c'était peut-être quelque chose qui lui manquait à Leclerc comparativement à Carlos Sainz. Donc, ça là-dessus, bravo. Beau, beau travail de la part de Leclerc. Donc, il reste juste, selon moi, être un petit peu plus incisif avec son écurie par moment, parce que des fois, il laisse trop son écurie faire les choses à sa place, mais il devrait se fier à son ressenti de pilote, comme son ancien coéquipier, Carlos Sainz, le fait. Il dit non, on y va de cette façon-là, on y va pour ce plan-là parce que j'ai le ressenti dans la voiture. Donc, moi, je trouve que Leclerc doit y aller doit être plus incisif là-dessus. Et il devra faire attention parce que là, il y a un septuple champion du monde qui arrive chez Ferrari l'an prochain. Donc, il va falloir qu'il mette son pied à terre, Charles Leclerc. Du côté de Carlos Sainz, j'ai donné la lettre B, car oui, il a signé des belles performances, il était constant, comme il est capable de le faire, Carlos Sainz. Ça, c'est bien correct. Mais il y a eu des moments plus délicats pour lui, notamment à Bakou, où il perd beaucoup de points avec l'accrochage avec Sergio Perez. Montréal, où il part en toupie, accroche Alex Albon ensuite. Sao Paulo, ça a été compliqué sous la pluie. Globalement, ça a été une bonne saison pour Carlos Sainz. Il a récolté 2 victoires, mais on- je trouve qu'il y a des situations où on a perdu beaucoup de points et au final, c'est peut-être ça qui a coûté le titre constructeur à Ferrari. Tu as raison. Carlos Sainz, je pense que la raison, ce qui vient nous un peu flouer la lecture, c'est qu'on n'avait pas, moi pour moi, de mon côté, j'ai pas beaucoup d'attentes en Carlos Sainz. Pas parce que je pense qu'il n'est pas bon, je pense que c'est un bon pilote, un pilote respectable, un pilote rapide, mais c'est ces erreurs-là qui m'ont toujours dérangé. On en a déjà discuté ensemble à quel point que des fois, parfois c'est une erreur par week-end qui vient de coûter des points, coûter un emplacement. Que des fois, ça se passe dans l'essai libre, accrochage, puis après ça, on perd un peu de momentum pour construire le week-end là-dessus. Donc, mais ce côté-là, j'ai trouvé qu'il y a eu de l'amélioration de son côté cette année. J'ai trouvé Mhm. qu'il a pris de l'assurance. C'est pas une situation facile aussi, un peu comme Lewis Hamilton. Tu t'en vas, l'écurie, tu t'en vas, puis c'est même pas toi qui as décidé, c'est l'écurie qui a décidé de te Mhm. larguer en négociant pour un autre pilote. La seule chose, le prix de consolation que tu peux avoir, c'est que c'est un septuple champion du monde qui vient te remplacer. Après ça, ben, tu as des négociations à travers la saison où ce que d'autres écuries te ferment la porte constamment. Donc, tout ça, du côté humilité, c'est pas facile. On le sait, là, les pilotes, là, ils croient tous qu'ils peuvent être champions du monde. Là. Ils ont toutes des grandes confiances en eux et ils se doivent d'en avoir pour être capables de performer. Donc, tout ça, ça a été des distractions pour lui, mais il a quand même bien répondu. C'est pour ça que je lui ai donné un B et que j'ai donné un B+ à Charles Leclerc. La raison pourquoi je donne une note plus positive à Leclerc, c'est lorsqu'on regarde les statistiques. 14-9 en qualification versus Carlos Sainz. Et en Grand Prix, eh bien, c'est très semblable aussi avec un
14-8 du côté de Leclerc. Au niveau des points, ben c'est sûr que Carlos Sainz a manqué un Grand Prix à cause d'une raison hors de son contrôle. Sa santé qui l'a lâché pour un Grand Prix. Là. Il a dû être opéré pour une crise, une appendicite. Là. Donc à ce moment-là, 44% des points ont été accumulés par Carlos Sainz et 55% des points par Charles Leclerc. Donc j'y vais avec un B+ pour Charles, je le dis, un des meilleurs pilotes en qualification. Et j'ai bien hâte de voir l'année prochaine parce qu'il nous a habitués à être capable de sortir du moment qu'il était contre Vettel, il était très bon, il était très compétitif. Et l'autre chose aussi petite chose à souligner de Ferrari, oui, je leur ai seulement donné un B+. L'erreur avec Sainz, les pneus qui sont pas prêts, on n'est pas prêt pour l'arrêt au puits à Vegas, ça, j'ai pas aimé ça. On se battait pour le championnat, il y avait des points critiques sur le tableau. Mais le côté positif, c'est qu'on a réglé un problème de longue date qui est les pneus, l'usure prématurée. Et c'est ce qui nous a permis de compétitionner tout au long de la saison et d'être en prétention au championnat jusqu'à la fin, et notamment une belle victoire à Monza à cause qu'on était capable de se permettre de rester en piste avec Charles Leclerc versus une McLaren de Piastri qui courait après eux. Mais on était capable de résister à ça parce qu'on a réglé ce fameux problème-là qui était l'épine là, dans le pied depuis très longtemps du côté de la Scuderia. Maintenant, on passe à tout seigneur, tout honneur, le dessert. On les a gardés pour la fin. La cerise sur le Sunday, c'est l'écurie Orange Papaye McLaren, champion constructeur pour une première fois depuis 1998. Tu en parlais lundi dernier où on était les deux. La dernière fois que McLaren a gagné un championnat, j'étais à l'école primaire, mais ce qui nous a Mhm. fait sursauter le plus, et ça a été la même chose pour les auditeurs, c'est que les deux pilotes actuels de l'écurie n'étaient même pas nés lorsque McLaren avait capturé un dernier titre. Pour ma part, McLaren, je pense qu'on doit apprendre à être des champions. On l'a été. Ça sera pas facile la saison prochaine. La raison pourquoi, encore une fois, je vais pas dans le A, personne n'a eu des A cette année, donc on est juste pour là. Même le titre, pour moi, c'est seulement un B+. Le fait qu'on a eu à certains moments, lors de la construction de cette voiture-là, la MCL 38, on a eu 25% plus de temps en soufflerie. À un autre moment, on en a eu 20, 15% jusqu'à la fin de la saison. On en avait 10% versus nos adversaires. Donc, tout ça a aidé. Est-ce qu'on va être capable de résister et de garder nos acquis alors qu'on va avoir moins de temps de soufflerie à partir du 1er janvier? Ça reste à voir, mais ce côté-là, je peux pas leur donner un A lorsqu'on avait cet avantage-là qui est significatif, qu'on voit partout sur le peloton. On voit que ça a eu des conséquences et des répercussions. On voit une écurie Haas qui avait moins de temps de soufflerie, qui avait plus de temps de soufflerie que tout le monde, qui ont réussi à monter. Donc, tout ça, du côté de McLaren, c'est sûr que lorsqu'on l'a, il faut être capable de tourner ça et de le rendre d'une bonne façon. Mais on a bien fait. On a vraiment bien fait. On a bien répondu. Il y a eu des erreurs à quelques moments. Toi, tu me l'as déjà dit. Il faut qu'on réapprenne à être champion. Il faut qu'on réapprenne à se battre pour des victoires. C'est ce qu'on a fait. J'ai vu une amélioration au cours de la saison, mais j'ai vu d'autres décisions, des fois, qui étaient plus douteuses. Faut donner aussi ce qui revient à Zach Brown, Andrea Stella, pour ce qu'ils ont construit. Et ce n'est que le début. J'ai très hâte de voir comment on va construire la saison prochaine parce que là, la cible qui était dans le dos de Red Bull depuis quelques saisons, eh bien, elle est rendue dans le dos de l'équipe Orange Papaye. Donc, comment leurs pilotes vont répondre à ça? Comment qu'on va répondre aussi du fait que les deux pilotes ont mentionné qu'ils veulent être champions du monde la saison prochaine. Donc, ça, c'est un heureux problème à régler, mais des fois, ça peut se retrouver un gros problème dans la gestion aussi. Donc, tout ça, va falloir apprendre à répondre là-dessus. Donc, j'y vais pas plus qu'un B+, pour les circonstances que je dis, stratégie à travailler. Il y a aussi eu l'histoire du mini DRS. Euh, Cet aileron-là, qui a jamais été vraiment jugé illégal, mais que la FIA a conseillé de ne plus jamais mettre sur la voiture. Aussitôt qu'on l'a pu réutiliser, Andrea Stella nous avait mentionné, ah ben vous allez voir, alors qu'on l'aura pu, on avait ça, mais on ne gagnait pas d'avantage. Ça a été toute une histoire différente depuis qu'on l'avait pu. Là. En fin de saison, les grands prix qu'on a gagnés à Zandvoort, notamment, avec des 20 quelques secondes d'écart, ben, on n'a pas revu ça. Là. Fait que moi, ça me fait dire que il y a quand même anguille sur roche là-dessus. C'est quelque chose qu'on pourra pas ramener la saison prochaine. Et c'est quand même des points importants qu'on a réussi à soutirer à nos adversaires, notamment à Bakou et l'autre place aussi à Zandvoort avec une grande victoire qui se passait quelque chose là, même s'il n'y avait pas beaucoup de lignes droites. Et la différence, la plus grande des différences, on l'a vu lorsqu'on est arrivé à Vegas, c'était pas du tout la même voiture et c'était la meilleure façon là, de voir versus caractéristiques des circuits s'il y avait vraiment un impact de cet aileron-là qui était plus à leur disponibilité. Oui, c'est ça exactement. Ben écoute, Martin, pour moi, si j'ai mis
un A- à Ferrari, ben, j'ai pas le choix d'y aller Ouais. au moins avec un A- pour McLaren. Fait que A-, je suis un petit peu plus généreux pour aussi pour les féliciter là, pour ce beau premier titre constructeur depuis 98. Un beau retour à l'avant-scène depuis mi-2023. Écoute, moi, je me souviens au début de la saison passée à quel point McLaren était au bas fond du classement. Après le Grand Prix de Bahreïn, c'était incroyable. Donc, ils ont continué sur cette lancée-là chez McLaren. Oui, il y avait le temps de développement qui est rentré en considération, mais ils ont réussi à parvenir à soutirer le meilleur de ce qu'ils avaient et réussir à remporter le titre constructeur. Donc, ils ont réussi à résister à Ferrari jusqu'à la fin. Ferrari qui leur a donné une chaude lutte. Donc, décidément, la voiture la plus rapide, la plus complète de cette année 2024, mais des erreurs, on l'a mentionné, des erreurs de gestion, de stratégie par moment, des erreurs des pilotes aussi, il faut le dire. Rien n'est parfait, mais au final, McLaren a pris de l'expérience à se battre pour le titre à nouveau. Donc, bravo à eux. Pour les pilotes, Martin, Lando Norris et Oscar Piastri, c'est 2 B+. Donc, pour Norris, B+, car oui, il a réussi à faire une belle saison en terminant deuxième. Mais on a vu un Norris craquer sous la pression par moment, des départs difficiles, des opportunités ratées, tout ça mis bout à bout, ça fait en sorte qu'il ne peut pas faire ce genre d'erreur sur l'ensemble d'une saison face à un Max Verstappen s'il veut gagner un titre mondial. Malgré tout, je trouve qu'il y a du positif. C'est son meilleur classement en carrière. Ses premiers succès sont arrivés. Il sait être rapide puis réussir à effectuer des courses en parfaite maîtrise comme il a su le démontrer. Ça prend beaucoup d'habileté, ça prend beaucoup de la dureté du mental, comme dans les Boys, comme dans le fameux film Les Boys, comme on dit, la dureté du mental. Et ensuite, pour Oscar Piastri, j'avais dit B+, parce que ce pilote-là s'est amélioré et il, il a engrangé de l'expérience en faisant que très peu d'erreurs en piste. Il a signé ses 2 premiers succès, une tête froide, bien ancrée, pas stressé. Il a terminé toutes les courses de la saison avec la 4e place au championnat des pilotes. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un pilote extrêmement performant au cours des prochaines années et qui est de la trempe des champions du monde. Donc, moi, si j'avais un petit 2 $ à miser pour l'un des prochains champions, ça serait Oscar Piastri. C'était d'ailleurs notre choix alors qu'on avait effleuré le sujet en début de saison de savoir Mhm. qui pourrait être le prochain champion du monde en F1 lorsque le règne de Verstappen prendra fin. On n'a pas mis d'année à ça, mais on avait quand même pointé du doigt Oscar Piastri comme le potentiel prochain champion. Il n'a pas déçu tout au long de la saison. Il a rempli les exigences. De mon côté, j'y vais pareil comme toi. On s'est pas parlé hein, en plus. On n'a pas parlé c'était Pas du tout. secret. On avait fait protéger ça là, par la firme Samson, Bel Air, Deloitte et Touches, là, comme la poule aux œufs d'or, qui s'est occupé de protéger nos choix qu'on avait pour notre bulletin. Eh bien, B+ pour les deux. Euh, donc, ça veut dire que 3 B+ égale un championnat, puisque j'ai donné B+ à McLaren, et B+ aux deux pilotes, et c'est eux qui sont champions constructeurs. Tu l'as dit, c'est pas sans erreur qu'on l'a gagné, mais dans une saison de 24 Grands Prix, des erreurs, c'est normal. Ça arrive pas à tous les années qu'on voit des saisons parfaites. Il y a aussi de l'apprentissage qui se poursuit. Du côté de Lando Norris, ben oui, il y a eu des déceptions au cours de l'année, notamment qu'il a eu le même nombre de poles que Verstappen, mais il n'a pas réussi. Il a réussi à tourner ça en victoire avec un pourcentage d'efficacité de 50% par rapport à ce que Verstappen a réussi à faire. Verstappen était 8 pole pour 9 victoires du côté de Norris, mais c'est 8 pole pour 4 victoires. Donc à ce côté-là, c'est pas l'idéal lorsqu'on se bat pour un championnat du monde. On a aussi eu la circonstance que la voiture, on dit que 70% de la saison, il avait entre ses mains la voiture la plus rapide du plateau. Donc de gagner seulement à 4 reprises, c'est pas l'idéal non plus. Tu le dis souvent, Oscar Piastri, oui, tu es un très, très bon pilote, continue de prendre de l'expérience, donc le défi va n'être que plus compliqué la saison prochaine. Verstappen n'a pas dit son dernier mot, mais l'écart des points disponibles à l'intérieur même de l'écurie McLaren risque de se resserrer. Est-ce que Lando Norris a perdu sa seule opportunité possible de devenir champion du monde un jour? Eh bien, c'est peut-être trop vite pour s'aventurer là, mais j'ai la forte impression que oui. On va, avec le recul, on va sûrement regarder cette saison-là et dire, ah,
et lui-même va faire si j'avais ou si j'avais fait ça de plus ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être eu l'opportunité d'être champion. Je pense que c'était pas si près que ça, si près que certains peuvent le croire, où lui, Verstappen n'allait pas concéder rien à Norris. Il lui manque des atouts dans son coffre pour être capable de répondre à ça. J'ai déjà hâte à la saison prochaine, par exemple, de voir comment il va répondre et s'il va réussir à bâtir là-dessus. N'empêche que lorsqu'on regarde des compétitions inter-écuries, comme on l'a fait avec toutes les autres auparavant, eh bien, c'est 21-3 pour Norris en qualification. Donc, l'écart est beaucoup plus gros que ce qu'on croyait ou que de la perception qu'on a eue en qualification. Donc, 21-3. En Grand Prix, 16-8 du côté de Norris. Des victoires 4-2. 44% des points ont été accumulés par Oscar Piastri et 56 par Norris. Donc, on peut déjà se dire à la saison prochaine, mon cher Kevin, si on complète notre bilan de la saison. As-tu une petite prédiction pour la saison prochaine? Est-ce qu'il est trop tôt pour te demander qui sera champion constructeur et qui sera champion des pilotes? Il est encore trop tôt. J'aime pas m'aventurer dans des sentiers aussi épineux, mais j'attends avec impatience le lancement des monoplaces juste avant la prochaine saison. C'est là où on va pouvoir admirer ces merveilleuses monoplaces et après ça, on va pouvoir voir les premiers essais arriver, se poser des questions, porter un premier jugement, voir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi nos impressions et pour après ça, enfin, débuter la saison 2025 qui sera disputée en Australie cette fois. Ouais, cette fois, ça, c'est un peu malheureux, là. Ça sera un autre dossier, mais c'est sûr que c'est pas mon endroit préféré pour débuter une saison. Kevin, on a dit aux nos auditeurs en début d'épisode qu'on avait quelque chose pour l'entre-saison. Eh bien, ce sera le nom de l'épisode ou des épisodes à surveiller. Aussitôt qu'on va avoir assez de contenu ou qu'on va être capable d'élaborer quelque chose d'intéressant pour présenter, ben, au cours du mois de janvier, la saison recommence en février. Donc, petite partie là où ce que on va peut-être avoir envie de parler d'F1 ou d'ajuster des dossiers, mettre les gens à jour dans l'actualité, ce qui se passe, que ce soit de parler des sujets plus légers, des prédictions, des choses comme ça. Puis on va se réunir avec nos collaborateurs. Donc, toi, tu vas être invité, bien sûr, au cours du mois de janvier. Jean-Christophe Trahan, qui est le pilote, notre pilote ici au F1 Podcast. François Goulet aussi. On pourra se réunir et procéder à un épisode qui sera disponible, bien sûr, par la même plateforme Spotify et toutes les autres plateformes de podcasts et de balados qui va s'appeler l'entre-saison. Donc, à vérifier, suivez-nous sur Facebook, sur X, Twitter ou sur Instagram ou nous suivre aussi sur Spotify, activez la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. À ce moment-là, vous allez être capable de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti, du nouveau matériel et nous écouter parler de l'entre-saison de F1. J'en profite aussi, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui en raison qu'il a des enfants. Sa fille était malade, donc on espère que sa fille va aller mieux dans les prochains jours. C'est François Goulet qui aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui. J'en profite pour le remercier qui est venu nous aider au cours de la saison. Il a été un ajout important au F1 Podcast, donc on l'a été très apprécié autant par moi, par toi que par les auditeurs. Bien sûr, Jean-Christophe, je l'ai déjà remercié puisqu'il était on a fait notre dernière collaboration pour la saison 2024 ensemble vendredi dernier. Et le dernier, mais non le moindre, toi, Kevin Fontaine, auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, auteur des chroniques souvenirs sur la page du F1 Podcast. Merci beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu as apporté à la plateforme depuis ton ajout cette année. Vraiment content de t'avoir avec nous. On fait une belle équipe et puis je le sens que c'est pareil pour toi aussi, que tu es content d'être là. Oui, effectivement, c'est un grand plaisir, Martin. Ça me touche énormément. Je suis très, très fier du succès qu'on réussit à avoir et je persiste à croire que ça va continuer comme ça pour le futur. Puis, en dernier, ben, on n'a pas le choix. Je le fais en dernier, mais c'est parce que c'est le plus important, on le sait. C'est nos auditeurs que je voulais Oui. remercier. Je pourrais nommer des noms, je vais le faire. Soyez pas fâchés si je vous oublie, mais il y a un gars, Marc-Antoine, lui, il nous écoute en passant sa tondeuse, en un feu avec sa famille le soir. Il prend la peine d'écouter nos podcasts, il nous envoie des messages, communique avec nous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Sylvain Poliquin, donc on a des discussions, on débat ensemble. Toi aussi, tu as eu la chance de le rencontrer aussi. Mhm. Il va Oui. s'obstiner avec moi. Il est jamais
Il recule jamais derrière une obstination envers Michael Andretti ou le projet Andretti. Et ça, j'apprécie, toujours fait dans le respect. Il est actif sur la page Facebook aussi. Eric Lindros, pas le Eric Lindros, joueur de hockey numéro 88, est un peu plus petit, mais il est encore plus charmant que celui que vous connaissez, qui a eu une grande carrière avec les Flyers. Très gentil, un passionné de Formule 1 qui manque aucun de podcast. Il nous écoute en travaillant le lundi. Il communique avec nous couramment. C'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Super bon gars. Il a ses idées sur la Formule 1 et j'aime toujours ça, partager, savoir son opinion après des Grands Prix. C'est ce qui bâtit les podcasts aussi, d'avoir ce pouls-là qui est donné par les auditeurs. Il y a un Jonathan aussi qui nous écrit couramment. Lui, il nous écoute dans des autobus scolaires avec des enfants. Donc, il y a des enfants quelque part qui se font casser les oreilles de Formule 1 tous les lundis et des vendredis en revenant de l'école. Donc, on les salue si jamais ils écoutent notre bilan. On sait que le temps des fêtes va commencer bientôt, donc on leur souhaite un joyeux temps des fêtes. Il y en a beaucoup d'autres, là. Comme je vous dis, j'en oublie. On a des gens en France qui nous écrivent couramment. Un monsieur, justement, qui de mémoire, son nom, c'est Romuald. Il nous écoute avec son épouse, écoute après les Grands Prix, il aime ça. Il y a beaucoup de noms. Maxime, vous vous reconnaissez, comme je vous dis, si je nomme pas votre nom, soyez. On a Spencer aussi qui nous envoie couramment des messages, aime beaucoup le podcast. Donc, c'était bon petit moment pour vous. Comme je vous dis, si je vous ai pas nommé, vous êtes salués de la même façon. Il y a plus de 20 pays, pratiquement 30 pays qui nous écoutent maintenant dans le monde. Donc, merci. Peu importe tout ce que vous nous écoutez, il n'y a pas de frontières, pas de passeport pour le F1 Podcast. On est capable d'aller partout et en espérant vous retrouver dans notre version de l'entre-saison qui sera disponible au cours du mois de janvier. Donc, en terminant, encore une fois, merci beaucoup, Kevin, et je te souhaite un joyeux temps des fêtes à toi et ta famille. Bien, pareillement. Merci, Martin. Au plaisir. C'était ce qui conclut notre dernière de la saison 2024. Comme à l'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, question de ne rien manquer de l'actualité du sport le plus rapide au monde, en nous suivant sur Facebook, X, Twitter ainsi que Instagram. Abonnez-vous aussi à notre chaîne Spotify et activez la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie d'avoir fait confiance au F1 Podcast. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année et je vous dis à l'année prochaine.